Est-il intéressant de créer et développer un business physique, que ce soit la marge, le business model, le recrutement? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. En 15 ans d'entrepreneuriat, j'ai tout vécu. Incendie, dégâts des eaux, cambriolage, pandémie mondiale, et pourtant, je suis toujours là. Les 3 qualités qu'un entrepreneur devrait avoir selon moi, c'est la persévérance, la ténacité et la bienveillance. Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès? Bonjour et bienvenue, ici Patricia Pluton Et Maxence Rigotier. Ensemble depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs. Avec le podcast Dans la tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi vous puissiez Être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, cette fois-ci sans Patricia mais avec 2 invités de marque, Peggy et Nicolas Fouchier qui ont 2 parts de jeu et on va voir ensemble donc comment développer une entreprise physique. Mais juste avant, je vais laisser Peggy et Nicolas se présenter et nous expliquer aussi une petite touche sentimentale, comment vous êtes rencontrés, puis après on ira dans la partie business pour remettre aussi un petit peu de contexte. On s'est rencontrés pour la première fois, donc c'était dans les séminaires Max Piccinini. Je crois que c'était Business Max 2022 pour toi, Nicolas. C'est exact. Ensuite, vous avez fait Destination Réussite 2022. On était ensemble, il y avait aussi Patricia à cet événement. Et en échangeant, vous avez rejoint mon mentorat, mais c'était par une autre personne qui avait dit regardez ce que fait Maxence, etc. Je ne sais plus exactement le contexte, mais on s'était fait une visio en octobre 2022 et comme vous êtes des gens qui passent à l'action, vous avez franchi le pas en novembre 2022, donc ça fait déjà un petit moment. Donc je vais laisser vous présenter pour que vous nous dites qu'est-ce que vous faites exactement professionnellement et puis ensuite nous expliquer aussi comment vous êtes rencontrés pour après aller dans la partie business. Salut Peggy et bienvenue à Tallinn. Par la même occasion. Merci. Est-ce que vous validez le setup? Ouais, c'est magnifique, super. Je te laisse tout nous dire, Peggy. C'est moi qui commence. Ouais, allez. Comment je te laisse présenter l'entreprise et comment tu as rencontré Nicolas, si tu t'en souviens. Oui. Donc on a lancé l'entreprise, c'est plus Nicolas qui recherchait à créer son entreprise et à pouvoir manager des gens. Et moi, je l'ai suivi quelques années après parce que l'entreprise grandissait et c'était plus possible pour lui de gérer tout seul. Il a cherché à monter l'entreprise et ça lui a plu. Et Parle bien dans le micro, oui. Peggy, pour que nos auditeurs t'entendent. Ok. Et voilà. Après, on s'est rencontrés. On était grâce à des amis. C'est des amis lors d'une soirée qui nous ont fait nous rencontrer et puis c'est devenu les parrains de nos enfants et voilà. Magnifique. Version de Nicolas. Oui, c'est effectivement, c'est grâce par l'intermédiaire d'amis. Après, ça s'est vraiment fait de façon assez rigolote puisque je passais en roller dans la rue et c'était pas du tout prévu que je m'arrête et que je rencontre ces amis-là. Donc, je suis passé en roller dans la rue. Ils étaient en fait en train de prendre un petit verre et c'est là qu'on les a vus, on s'est arrêtés. C'est là qu'on a fait connaissance. Mais sinon, à la base, c'était pas du tout prévu qu'on se rencontre ce jour-là. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de 2 parts de jeu pour enfants. De mémoire, donc moi j'ai grandi à côté de Chalon-sur-Saône, dans un petit village de moins de 100 habitants. J'ai pas le souvenir d'avoir eu ou vu des parts de jeu en Saône-et-Loire pendant mon adolescence et mon enfance. Sauf erreur de ma part, tu m'avais évoqué lors d'un coaching que ça s'est plutôt démocratisé au cours des 20 dernières années. Oui, c'est ça. Donc, ou même des 15 dernières années plutôt. Ouais. Comment êtes-vous venu l'idée à avoir, donc là aujourd'hui vous avez 2 parts de jeu, un à Saint-Quentin et un à Chalon, mais comment vous êtes venu l'idée d'être dans cette industrie? Parce qu'il y a une infinie possibilité en termes de business, schéma, entreprise. Comment vous êtes arrivé à être dans cette industrie-là? C'est Nicolas qui va répondre. C'est lui qui a fait le choix. Et en fait, moi, je travaillais comme cadre supérieur depuis 10 ans pour une société informatique. Donc, je gagnais très bien ma vie, ça se passait très bien, j'étais très content de ce que je faisais. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais faire autre chose, je voulais faire plus. J'avais le sentiment que je pouvais faire plus de choses.
Et donc là, j'avais 35 ans et je dis à Peggy, bon, je pense que c'est le bon moment de se lancer sur autre chose. Donc, soit je change d'entreprise, je trouve un autre poste, je monte en responsabilité, soit je crée ma propre entreprise. Donc, j'ai commencé à regarder les secteurs d'activité qui m'intéressaient. J'en avais choisi plusieurs et j'ai retenu celui de parc de jeux pour enfants. Pendant des années, j'ai cru que j'avais pris ça, on va dire par hasard, et que j'aurais pu être charpentier, plombier, n'importe quoi. Et en fait, c'est pas du tout le cas. J'en ai pris conscience que des années après. C'était lié au fait que, au fond de moi, je voulais aussi partager des moments de joie et de bonheur avec ma famille. Le travail que j'avais avant, j'étais beaucoup en déplacement, donc beaucoup de déplacements, c'est-à-dire pas forcément être présent. Et on avait un petit garçon qui venait d'arriver. Et je me voyais pas finalement ne pas être présent à côté de lui. Donc sans en être vraiment conscient, tu vois, c'est ça la force aussi du cerveau. J'ai pris une activité en me disant, je vais créer des moments de joie et de bonheur que je vais apporter aux autres. Et en même temps, ça me permet aussi à moi de passer des moments de joie et de bonheur avec ma propre famille. Donc c'est venu d'un besoin personnel Ouais. qui t'a ouvert l'esprit pour réaliser un besoin Ouais. professionnel par la suite. Mais Exactement. c'était complètement Ouais. inconscient en fait. Ouais. Avec le Ouais. développement personnel, il s'en est rendu compte après. Ouais, c'est quelque chose. C'est là récemment que tu t'en as aperçu, Ouais, mais c'est- quand tu l'as fait, tu n'en avais absolument Pas du pas tout. Tu conscience. vois, ça fait 15 ans qu'on a ouvert les parcs et j'en ai conscience depuis 2-3 ans. C'est vraiment quelque chose dont j'avais pas du tout conscience avant. Hein. Donc si on remet dans le contexte, quand vous êtes intéressé à ce sujet, c'était quoi, 2008, 2009, 2007, 2010. 2010, On a vous ouvert en passez à 2010. l'action 2010, on passe à l'action. Donc mais- 2009, on Ouais, commence à se 2009. penser. Donc en moins d'un an, vous passez de l'idée à let's go, on y va, parce que Ouais. là, c'est pas un business Toujours en le ligne. passage à l'action. Ouais, non, parce que Oui. il y a des investissements pour remettre dans le contexte, pour aller voir, on mettra quelques images d'insert. Quand on ouvre un parc de jeux, c'est plusieurs centaines à plusieurs millions d'euros d'investissement, c'est des salariés à recruter, des process à mettre en place. C'est quand même totalement différent d'un business en ligne. La complexité est davantage supérieure. Donc du coup, les freins potentiels peuvent être beaucoup plus importants, alors qu'un business en ligne, tu démarres, tu ajustes sur le chemin, tu te poses moins de questions, Ouais. puisqu'il y a aussi moins de personnel à gérer, il y a moins d'investissements à réaliser, etc. Donc, mais bravo à vous de let's go, on y va et on s'adapte sur le chemin. Également, est-ce que cette période-là, il y avait déjà des parcs de jeux en France? Depuis quand ça s'était démocratisé? Est-ce que vous étiez peut-être les précurseurs dans C'est votre dans les région Ouais. ou, Ouais, ça a vraiment dans ce commencé, on secteur. va dire que les tout premiers ont commencé dans les années 2000 à peu près. Donc nous, 2010, on n'était pas les premiers, mais on était quand même dans les premiers dans ce Ouais. type de concept-là. On est arrivé où ça commençait à prendre forme et qu'en France, ça commençait à s'installer, des franchises commençaient à se monter. Donc on arrivait vraiment au début où c'était précurseur, ce type d'activité. D'accord. Donc, Il y avait juste une activité en fait, juste la plaine de jeux. Oui, on a démarré, comme le dit Peggy, à cette époque-là, on a démarré par... Parce que là, aujourd'hui, on est parc multi-activités. Hein, on est un parc familial qui s'adresse à toute la famille, pas uniquement qu'aux enfants. Alors que quand on a démarré, on était un parc mono-activité qui s'adressait qu'à un seul client, les enfants. et quand vous avez démarré, vous étiez tous les deux, ou toi, Peggy, Non, tu moi as j'avais rejoint- gardé mon travail à côté. Donc tu avais un travail salarié Ouais. à côté. D'accord. Ouais. Bah oui, parce qu'on se disait on sait jamais ce qui peut se passer. Toujours un peu de sécurité quand même. Au moins voir, ouais, quand même, même si On venait potentiellement d'avoir un si. petit garçon, enfin, voilà quoi. Donc, D'accord. mais on est resté comme ça une paire d'années. Et Ouais, puis parce après, que j'ai 7 ans à peu près où j'étais tout seul. ouais, 6 ans, 6-7 Ouais, ans. 6-7 ans, ouais. Et là, il a failli faire un burn-out. Ouais. Donc, Alors on va refaire un petit peu le chemin, ça va être très intéressant. Donc aujourd'hui, vous avez environ 100 à 150 000 visiteurs par an, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Peut-être que tu as le chiffre exact. On l'a vu en coaching, mais je me souviens un peu. Ouais, Je on crois que a- c'était même 140 000. Non, un peu moins, on était à 110 000. Ouais, 110 000. Ouais, 110 000 visiteurs par an, c'est excellent. Ça fait, pour vous donner un ordre d'idée, donc quasiment 3 parts des pleins ou quasiment 1,5 Stade de France. Donc ça vous montre quand même, il y a du flux qui arrive tout au long de l'année. Quand vous avez démarré, est-ce que c'était simple d'avoir vos premiers clients ou à l'inverse, non, il a fallu quand même faire un peu de marketing? Comment s'est déroulé vos 3 premières années, donc de 2010 à 2013, si vous vous en souvenez? on faisait des cafés, on faisait des frites, on faisait. T'étais Voilà. là, le coup de On faisait le balai. ménage, on faisait tout ça. Ouais, alors, Plus Nicolas que moi, parce que moi j'avais encore mon Donc toi, travail. tu allais Mais quand même de temps en temps de dans temps le parc, en temps, le ouais. week-end peut-être. C'est ça.
Ouais, franchement, entre les premières années et maintenant, il y a eu une évolution vraiment qui est importante. Les premiers temps, je me souviens, moi, mes collaborateurs, ils repartaient à 18h30, 19h, je passais l'aspirateur, je nettoyais les tables, et puis après, les entreprises qu'on a Parce que ouvertes. ça faisait des coûts supplémentaires. J'ai donc, ça me coûtait cher, donc je le fais moi-même. On habitait à 1 heure de l'entreprise, donc je rentrais, il était 22h minimum quand je rentrais. Voilà. Donc j'ai fait ça Ils étaient rincés, parce que quand tu dois. Donc en fait, être au il four bossait au moulin. encore plus que son ancien. Je bossais. Mais c'était pas le bon truc au Non, départ. non, et c'est là que tu te rends compte justement que entre l'idéal que tu as de chef d'entreprise et la réalité, il y a un gap, hein, et que il y a des choses à mettre en place pour finalement réussir à vivre sereinement la vie de chef d'entreprise. Parce que tu crois et tu as tendance à idéaliser les choses, mais ça peut être aussi un vrai cauchemar d'être chef d'entreprise, hein. Donc le début, nos premières années ont été énormément de travail, et je suis quelqu'un qui travaillait beaucoup, donc Oui, tu avais, je pense, aussi cette identité, je dois tout le temps faire quelque chose. C'est ce qu'on c'est se ça. dit un peu quand on est en coaching, tu as besoin de. Toujours Faut que je fasse plus. quelque chose. Ouais, Toujours c'est clair. Sauf qu'il y a des Ouais. fois, c'est mieux de se dire là, je vais rien faire, je vais être beaucoup plus stratégique. Et Ouais. là, c'est bon, c'est un schéma que tu t'es libéré. Mais évidemment, si on est habitué à travailler beaucoup, c'est logique, en quelque sorte, qu'on va travailler davantage par la suite. Et donc, on a ouvert la première entreprise en 2010, et en 2012, on s'était positionné sur un autre projet, et finalement, on a un accord sur le second projet qui nous permet d'ouvrir une deuxième entreprise. Donc 2 ans après après. le premier parc, 2 ans après le possibilité premier d'en parc, avoir On un deuxième. voulait, le premier, on voulait l'ouvrir justement à Chalon. On avait eu un refus. On était arrivé deuxième. Du coup, on avait décidé d'ouvrir à Saint-Quentin. Et 2 ans après, celui qui devait monter à Chalon, il n'a pas réussi à le faire. Et ils nous ont rappelé pour savoir si on était d'accord de reprendre le projet, en fait. Sauf qu'on venait d'ouvrir de l'autre côté. Donc, c'était un peu... Donc là, c'était un cas où on te dit, est-ce que tu es OK de l'ouvrir? Tu te dis, j'ai envie juste d'ouvrir le premier, c'est peut-être un peu chaud. Et donc avec Peggy, alors là où vraiment le point fort, c'est que c'est vrai qu'on passe à l'action, mais Peggy m'accompagne toujours sur les projets. C'est-à-dire que j'ai rarement entendre dire non quand je lui propose quelque chose. On lui dit, OK. Et un peu folle aussi. on dit, écoute, si les banques suivent, let's go. Et on pensait que les banques n'allaient pas suivre, mais les banques nous ont suivis. Donc, ce qui est bien, hein, c'est positif, hein. Mais là, on faisait construire un bâtiment, donc on est sur des projets à plusieurs millions d'euros, hein. Et les banques nous suivent. Donc, ce qui fait que je me retrouve d'une entreprise à 2 entreprises en 2 ans de temps, alors que la première me promenait déjà énormément de... Ouais, t'étais déjà au four au moulin, Ouais. donc là, tu commences à mettre 2 fois Genre plus de 2 fois travail plus. par rapport à là où j'en C'est suis. ça. Et on en arrive à ce que disait Peggy. Au bout de 7 ans, je travaillais du lundi au dimanche, tout le temps. Le soir, quand je rentrais, je me remettais sur mon PC et pour passer des styles, je vais passer des moments avec eux. Je suis à côté, mais je suis avec mon ordi en train de travailler. Et à un moment, au bout de 7 ans, je dis à Peggy, je dis waouh, je suis un gros bosseur, mais là, je sens que je suis arrivé physiquement et Séché. mentalement au bout. Je commençais à avoir mal partout parce que le peu de temps que j'avais, je le consacrais aux enfants et puis à Peggy parce que j'en avais pas beaucoup. Donc, je m'en consacrais pas à moi. Hein, donc, t'as mal partout, tu vas pas voir le médecin. Tu fais pas de sport, tu fais pas attention à ce que tu manges, bref, hein, tu t'oublies. Et finalement, c'est ce que je disais, entre le rêve du départ qui était être chef d'entreprise, passer du temps avec sa famille, qui était, tu vois, même si j'en étais pas conscient, j'étais totalement à l'opposé en fait. Je bossais comme un fou et finalement, je passais pas de temps avec ma famille. Ok. Et là, j'ai Peggy et m'a rejoint et elle a On a repris. profité du congé parental du deuxième. Qui est né en 2016 15. 2015, ouais, donc 2015, Ouais. deuxième enfant, et c'est Donc, là j'avais où tu as commencé fait la avant transition. parce que j'avais été un peu j'ai bossé un peu Ouais. moins en tant que salarié et on a pour voir si on était compatible niveau travail parce que c'était pas Ouais, non il faut plus travailler en évident. couple. Hein. Oui, Ouais. ce qui est Donc on a souvent fait pas trop conseillé dans le sens, après ça tourne que du business, C'est etc. ça, bien et sûr, ouais. donc je du comprends coup tout on à a fait. fait le test là du congé parental. Je me suis dit si vraiment ça va pas, je peux retourner en tant que salarié, voilà. Et puis en fin de compte, ça s'est très très bien passé donc on est resté comme ça. Et du coup Donc, ça l'a soulagé. Donc là, 2015, tu rejoins Nicolas pour l'aider dans l'entreprise, comme ça vous êtes tous les deux. Et pour la petite anecdote, pour remettre aussi dans le contexte, sauf erreur de ma part, vous ouvrez uniquement le mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc En du vacances coup, scolaires, tu ouais. travaillais quasiment 7 jours sur 7, Mm. puisque les jours où le parc de jeu n'était pas ouvert, c'est là où tu faisais la comptabilité, le ménage, peut-être la gestion des Pendant stocks les avec les vacances, c'est 7 fournisseurs. jours sur 7. Ouais, Mm. parce que quand c'est les vacances scolaires, aïe aïe aïe, hormis l'été parce que il fait beau, mais vous, les pics de vente, c'est Toussaint, Noël. Alors février, c'est les 15 jours, Ouais.
les plus idéaux pour vous et avril, donc les vacances scolaires. C'est ça. Tu as du 1000 Mm. à 1200 visiteurs jour qui arrivent. Donc, vous avez déjà entendu du bruit? Mettez des boules caisses. Voilà, parce que je suis allé 2 fois, une fois par an Et pour la encore, il y journée. avait pas One. grand Il y avait monde, pas, toi. et il y avait pas grand monde, C'était au mois de mais juin, j'avais hein. déjà à la fin de la journée, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, je pourrais jamais. Ah, c'est ça, et le parc de jeux pour enfants, enfin voilà. Donc, dès que t'es dans le loisir, il y a du bruit, ouais. Donc, prévoyez des boules caisses. Donc, tu as ce déclic et donc le fait, donc il y a un jour où tu te dis, je peux pas continuer comme ça, j'en peux plus, je suis. Ouais, je sentais physiquement. Mais genre, est-ce que tu as eu un déclic du style, tu t'es effondré par terre? Non, je me suis pas effondré, mais je sentais physiquement que j'étais arrivé au bout et qu'il y allait se passer quelque chose si on passait pas sur un mode de fonctionnement différent. J'avais vraiment tout donné où je me disais, bon, là, je suis allé au bout de ce que je peux donner. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place en 2017 pour commencer à Ouais. changer On et s'est avoir dispatché un peu moins les- d'opérationnel? On s'est un peu dispatché les tâches, ce qu'il y avait à faire. Moi, plus l'administratif, ce que lui ne lui plaît pas trop. Et lui, plus tout ce qui était salarié, des choses comme ça. Commerce. Et commerce. Mais malgré ça, on avait encore quand même la tête dans le guidon beaucoup. Hein. Donc, et puis, il y a eu le Covid. Ah oui, alors racontez-nous dans votre cas de figure, la pandémie mondiale, on ne pouvait plus sortir vraiment. Comment vous l'avez vécu? Parce que j'imagine que 2020, année vraiment merdique en CA, etc. Comment vous l'avez vécu par rapport à cela? Alors, on avait commencé à travailler pas mal tout ce qui était développement personnel juste avant l'arrivée du Covid. Et Toi, plus. moi, ouais, de mon côté, Oui, ouais, moi toi. j'avais commencé à Mais pas travailler longtemps là-dessus. avant. Hein, Et comment tu t'es arrivé au dev perso du coup? Parce que C'est pour un moi, peu en pour moi, naviguant c'était sur au YouTube Covid ou que tu t'es- ou c'était une vraie démarche de votre part? Je pense que c'était une démarche, ça arrivait assez naturellement en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on avait au départ, j'avais géré l'entreprise tout seul. Après, Peggy était venue m'aider et on avait mis un peu chacun à leur place. Elle avait repris vraiment son cœur de métier, ce qu'elle faisait avant dans son autre job, ce qui m'avait soulagé. L'administratif, la compta, je sais faire, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Et ça m'a permis déjà de me libérer du temps. Et en me libérant du temps, j'ai vu que si je voulais passer à l'étape d'après dans mes entreprises, il fallait que je songe aussi des choses sur moi-même, tu vois, sur mon état d'esprit, sur ma vision, que j'apprenne de nouvelles choses que je ne savais pas encore. Parce que finalement, tu deviens chef d'entreprise, c'est un peu comme tu deviens parent. Du jour au lendemain, tu deviens parent, mais on t'a pas appris à devenir parent. Chef d'entreprise, tu peux faire une école de commerce. Tu vois, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études de gestion. Oui, j'ai des bases, etc. Mais finalement, quand tu le vis pas dans le vrai, quand t'es pas dans le dur, quand t'as pas, que tu gères, on gère une quinzaine de collaborateurs aujourd'hui, t'as quand même des choses que tu vas apprendre que sur le tas. Hein. Il y a une expérience qui est indéniable. Et quand le Covid est arrivé, personnellement, moi, je ne croyais pas du tout qu'on allait fermer les entreprises de la France. Si par exemple on en avait parlé, je te dis, mais je suis prêt à me couper le bras. Ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. C'était vraiment inconcevable dans mon esprit. Hein. Et quand c'est arrivé et que tout s'est fermé, là, moi, j'ai pris une grosse claque. Je dis, c'est pas possible cette histoire. D'ailleurs, c'est vrai que ça, on le reverra peut-être pas de nos propres yeux. C'était un truc de dingue. Ah, mais c'était Le monde était arrêté pendant plusieurs mois. Et on a cherché des plans B. Hein, et là, le raisonnement, c'est que on est chef de famille, hein, nos entreprises, du jour au lendemain, nous, Tu passes de X à zéro. Milliers d'euros au jour à zéro, On avait plus effectivement. Ouais. Avec une grosse problématique, un gros challenge au début, c'était que tout ce qui était ministre, État ne connaissait pas un parc de jeux pour enfants. Bah oui, parce que leurs enfants, ils sont déjà grands, donc quand tu leur dis parc de jeux, parc de loisirs, ils ne connaissaient pas. Donc au début, pas d'aide. Hein. Mais en fait, pendant des mois, notre syndicat ont été voir et les gars, ils connaissent pas. Ils sont complètement sur une autre planète. Hein. Ils ont vu parc de jeux. Merde, c'est pas sur la liste. Oui, non, ils connaissaient pas du tout. Donc il y a eu un gros travail de lobbying fait et bravo pour notamment le syndicat, le Space, avec qui on travaille, qui est allé voir les élus, qui est allé voir, tu vois, les hommes politiques. Et on les a pris, on a dit non, mais venez voir ce que c'est un parc de jeux pour enfants. Et donc il y a un ministre qui est venu voir ce que c'est un parc. Elle est carrément venue dans votre parc. Pas dans le nôtre, mais dans un autre. Mais un parc de jeux. Et parce que nous, faut quand même voir, c'est 1500, 2500 mètres carrés, quoi. C'est un intermarché, c'est des grands locaux. C'est pas les charges des trucs. T'as des grosses charges. Comme ça. Et là, ils se sont rendus compte que, ah bah oui, effectivement, on a peut-être des charges énormes. Et là, la machine s'est mise en route. Mais en tant que chef de famille, moi, ma première réflexion, c'était de se dire, on en a parlé avec Peggy, il faut trouver des plans A, B, C, D. Enfin voilà, il faut faire rentrer du cash. Hein. Et donc, Peggy et moi, on a réfléchi aux autres activités qu'on pouvait faire. Mais bon, on ne peut pas faire de la vente à emporter avec un toboggan, une structure de 20 sur 6, hein, ça ne marche pas, ça fait plusieurs tonnes.
Donc, on a réfléchi à d'autres activités, d'autres business qu'on pourrait faire. Hein. Donc, moi, j'ai fait des formations en immobilier, en finance. Peggy, elle a fait J'étais des form- vendeuse Thermomix. Ah oui, marketing de réseau. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a fait du marketing de réseau. Enfin, voilà, Il fallait bien trouver Ah, un donc objectif, vous, ouais. votre plan B principal, c'était de faire un autre business. En attendant que. Ouais, bah, il fallait bien faire Est-ce que je rentrer de comprends parce l'argent, que faire quoi. un autre business. je pense que ce qui était le plus angoissant avec le recul, bon, on savait quand ça s'est terminé, mais c'était de se dire est-ce que ça va durer 3 Mais mois, c'est ça. 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc c'était c'est ça, ça. qui était angoissant, entre Ouais, guillemets. ouais. On n'avait plus de salaire qui rentrait, il fallait. Ouais, il y avait deux que enfants. il y avait que des mois. qui Mais arrivaient. ouais, c'était ça. Ouais, Donc, c'est que des moins. C'est aussi le moment où on a réfléchi en immobilier, ok, vendre notre maison pour récupérer du cash, la résidence principale, parce qu'on sait qu'en France, aujourd'hui, la résidence principale, t'es pas taxé sur la plus-value. c'est toi qui as réfléchi à ça. Enfin, voilà, j'ai réfléchi. Moi, je voulais clairement, pas vendre ma maison. Ouais, non, mais je comprends. Bah, c'est vrai que quand tu es dans une situation, tu as moins, Ouais. et qu'il y a zéro qui arrive à cause que personne ne peut aller dans vos parcs, effectivement, Ouais. c'est Et puis- grosse douche froide. et on n'avait pas de visibilité, tu vois. C'est surtout ça, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que j'avais un challenge, mais j'avais pas de visibilité. C'est-à-dire que je savais pas si on. On m'a dit dans 6 mois, c'est bon, on relance, etc. Mais là, en fait, finalement, on s'arrêtait pas de se prolonger. Donc, je lui dis, mais attends, ils vont s'arrêter quand les mecs, tu sais pas. Donc, si tu sais pas, il faut commencer à trouver d'autres plans, quoi. Donc, oui, c'est là En fin de compte, ça On nous a a vendu notre permis de maison. nous poser et de faire plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Ouais. Donc, Ouais, le cadeau, c'est en de fin de s'ouvrir à ouais. énormément de mais c'est sujets. ça, en fin de compte, ça a été on serait bénéfique. certainement jamais rencontrés. Mais c'est ça. Non, oui, j'ai des. Mais réellement. Parce que moi, il me parlait de développement personnel et tout. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Et il me racontait plein de choses. Et c'est vrai qu'on a fait DR en visio pour la première fois. Donc c'était 2020, alors. Ouais, certain, Ouais, ouais, d'accord. c'est ça. Pareil Et- avec Patricia, je m'en Et souviens. donc là, j'écoutais Max parler et c'est vrai que. Et là, je lui dis, ah ouais, mais je comprends. Et Nico, il me dit, putain, ça fait. Je sais pas combien de fois que j'essaye de te l'expliquer, mais tu comprends pas. Et lui, il le dit, tu comprends. Ouais, Mais alors c'est vrai ça, que ça nous a ouvert sur plein de choses. Ouais, c'est là qu'on a. Et ça, c'est vrai que c'est une anecdote qui est assez amusante parce que je nous revois, on est dans le salon et on fait des R. Et ça fait un moment que moi j'avais commencé le développement personnel et puis il dit bon, c'est mon truc, le développement personnel. Hein. Et puis là, je la voyais qui écoutait, elle faisait comme ça. Et je la regarde et elle dit mais oui, il a raison. Ce qu'il dit, ouais, ça c'est intéressant. Tout. Je la regarde, je dis mais ça fait des mois Ça que fait je te 3 ans l'explique. que je t'explique Ça fait des mois que je exactement les t'explique mêmes la même principes. chose. Et elle me regarde, elle me dit ouais, mais quand c'est lui, c'est pas pareil. Il dit pas pareil. Mais c'est vrai, il avait une façon d'expliquer que dans mon cerveau, ça rentrait mieux. Enfin, je ne Ouais. sais pas. Et après, je pense qu'il y a un biais cognitif dans le sens, quand c'est notre mari ou notre femme qui nous le dit, Ouais, tout à fait. Oui, on je va pense, faire, voilà, c'est un œil extérieur, Mm. il y a un rapport qui est différent. Ouais, ça, on Que en tu parlera. vas plus voir l'homme ou la femme Ouais. plutôt qu'un mentor ou un formateur, un C'est vrai que du entrepreneur, coup, etc. ça nous a quand même aidé à nous ouvrir sur plein de choses et du coup à faire progresser les entreprises encore plus. Ouais. Donc, si on récapitule, donc, de 2010 à 2019, grosse envolée. Là, 2020, immense claque. Ouais. 2021, ça allait ou parce que ça continue encore ou je veux dire, ça. On avait les aides Ou- qui arrivaient. On donc avait c'était, les aides sont arrivées, donc voilà. Et en 2022, Ukraine-Russie, la guerre, Alors, est-ce en que ça vous a impacté? Oui, sur l'énergie. En 2019, enfin juste, nous on avait transféré, parce que juste avant que le Covid et qu'on dise on ferme tout, on avait quand même transféré une des entreprises, doublé la surface de vente, passé de mono à multi-activité, Ouais, donc des gros des investissements gros partout et investissements 3 mois partout, après. voilà, c'est ça. On ferme. C'est exactement ça, parce qu'on a transféré en novembre, un truc comme ça, et en fin d'année, tu vois, on était fermé. Donc, Non, avant on s'est fait rentrer une voiture dans le. oui, avant on a eu un. Ah, aussi, Une voiture vous avez veillée, eu, et après on a fermé un petit peu après. ouais, entre guillemets, en plus, un concours de circonstances fin 2019, cambriolage, etc. Ouais. Ouais, en gros, pendant 6 mois, la totale de Ouais, oui, toutes oui. les merdes, entre guillemets, entrepreneuriales C'est qu'on clair. peut avoir. Ouais. Je pense qu'on a tout eu. Mm. Ouais. Et là, C'est vrai. depuis 2-3 ans, c'est bien reparti. Ouais, alors comme le dit Peggy, c'est vrai que finalement le Covid, au départ, où moi je voyais ça comme un cauchemar, c'est devenu un cadeau parce que ça nous a permis de nous former, de continuer à rencontrer d'autres chefs d'entreprise, d'apprendre d'autres choses, de changer notre mindset, Prendre notre du temps pour vision, nous aussi. prendre du temps pour nous, de revoir notre position de chef d'entreprise, de leader, etc. Et finalement, aujourd'hui, on gère plus du tout nos entreprises comme on les gérait avant le confinement. C'est rare qu'on fasse des cafés, quoi, par exemple. Oui, Oui, maintenant, aujourd'hui, vous êtes ouais. à 95% sorti de l'opérationnel. Ouais, ça. tout à Ou fait. avant, vous étiez à 100%. Maintenant, vous êtes plutôt à les 5% qui va être du management ou des ajustements pour améliorer les process et l'expérience client, les personnes qui viennent dans votre parc.
Autre question qui va continuer dans cette démarche, est-ce qu'il faut se coacher en couple? Donc tout à l'heure, Peggy t'a dit, bah non, quand c'est lui qui me le dit. Vaut mieux pas, on Je comprend pas. Est-ce que vous, du coup, vous coachez mutuellement? Comment vous procédez? Et en même temps, vu que vous travaillez ensemble, Ah, mais est-ce puis que vous on arrivez à faire une scission entre on a fait tous les vie deux perso, un peu de... couple, famille, Ouais, pro? Comment vous on a fait tous réalisez les tout deux ça? un peu de coaching, donc on voit quand l'autre il essaye un peu de... Quand c'est pas de l'amour inconditionnel, là, tu veux me coacher, Ah, on tu dit, vas là, m'accompagner. ça va pas marcher ton truc. Mais comment? Non, il faut pas se coacher, je pense pas. Non. Après, comme Ouais, dit un- moi, je pense aussi que c'est mieux d'éviter. De Mm. manière générale, c'est pas trop conseillé. C'est pas bon. Non. Après, comme dit un des coachs, tu peux pas coacher la personne avec qui tu couches. Et je pense qu'il a raison. Donc c'est vrai que moi j'ai déjà essayé. C'est vrai que ça ne matche pas. Tu vois, en fait, tu le sens. Tu vas arriver. Par Je suis contre- pas ton prospect, je suis pas ton collaborateur, je suis pas ton salarié. Par contre, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que après, c'est vrai que ça nous donne une ouverture d'esprit, vu qu'on a fait du coaching, de l'accompagnement et que nous, on est aussi coach. C'est que on est aussi conscient de dire, bah, ok, là, je pense qu'il y a un challenge sur lequel tu as besoin d'être accompagné. Je vois que moi, personnellement, je ne peux pas t'accompagner sur ce challenge-là. Voilà, comment je peux t'aider pour t'accompagner, ou est-ce qu'il y a une autre personne qui pourrait t'accompagner pour t'aider? Et voilà, on ne coache pas directement, mais c'est une autre personne qui va prendre le relais. Je pense qu'en faisant comme ça fonctionne mieux. Magnifique. Également, donc de manière générale, quand on a un business physique, c'est ce que j'ai pu observer par rapport à tout ce que j'ai vu et les personnes que j'ai accompagnées. On va dire qu'il y a 2 freins, selon moi, par rapport à un business en ligne, etc. Le premier frein, ça va être la marge. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de business où la marge est restreinte, là où les business en ligne, c'est plus important. Et le deuxième, qui me fait tilt de plus en plus, c'est aussi la partie recrutement et talent, dans le sens où quand vous êtes à Saint-Quentin-Chalon, s'il y a une personne extraordinaire qui habite à La Rochelle, malheureusement, vous ne pouvez pas l'avoir. Oui. Alors que moi, j'ai des gens au Bénin, j'ai mon assistante de vie qui est à Madagascar, j'ai des gens aussi qui sont en Estonie, j'ai mon graphiste que vous connaissez, Simon, qui est au Canada. J'ai la possibilité d'avoir cette vision internationale et du coup, quand il y a un talent, 99% de probabilité, l'aspect géolocalisation où il est n'est pas un frein. Et du coup, forcément, ça amène des viviers additionnels. Donc du coup, comment faites-vous numéro 1 par rapport au recrutement? Et numéro 2, est-ce que vous aussi, vous aviez cette notion de marge ou, à l'inverse, vous avez eu, entre guillemets, un peu de chance par de jeu, la marge est quand même relativement satisfaisante, mais il y a beaucoup de business où les gens se lancent dedans et puis 3 ans, 5 ans, 10 ans après, ils se disent « Ah merde, finalement, je vais prendre un exemple, les transports. Si un jour vous faites une boîte de transport, bon, la marge au départ, elle est peut-être à 7%. Donc forcément, dès qu'il y a des imprévus, tu te retrouves que tu gagnes jamais d'argent. Donc c'est typiquement, alors que le business en ligne, comme la marge de départ était entre 60 et 100%, même s'il y a des challenges, tu as toujours un minimum 30% entre guillemets garanti qui est assez fabuleux. Donc Peggy, je te laisse nous partager après Nicolas, ou alors Nicolas peut-être. C'est plus la partie plus Nicolas là. Ouais. Est-ce que tu avais conscience qu'il fallait avoir un business où il y a une marge? Donc nous, notre philosophie au 5 Maxence Rigotier, c'est avoir une marge entre 30 à 60%, marge brute. Numéro 1 et numéro 2, comment vous faites pour avoir des salariés, collaborateurs, des personnes employées dans votre équipe qui soient les plus bons possibles, puisque on le sait également tous, c'est les gens de notre équipe qui font notre business. Si on n'a que des brels, entre guillemets, forcément, on est plus proche d'aller en faillite que de faire exploser le business à la hausse. Et à l'inverse, si on n'a que des gens à players ou des champions ou des championnes, le business va évoluer positivement. Je te laisse nous partager ton retour par rapport à ces 2 questions. Alors, c'est vrai qu'au début, tout à l'heure, je te disais les erreurs que j'ai faites quand j'ai démarré en tant que chef d'entreprise. J'étais dans vraiment la volonté d'apporter de la joie et de la bonne humeur aux familles, aux enfants. Et je n'étais pas dans l'optique de me dire, OK, c'est quoi ma marge? Pour être clair, ce n'est pas des calculs que j'ai fait au départ. Ce qui est une erreur, parce que comme tout business, forcément, tu dois calculer ta marge. Et ça, c'est après, au bout de quelques années, que je me suis rendu compte que oui, effectivement, l'activité de loisir, il y a une marge, c'est exact, mais qui n'est pas non plus si exponentielle que ça, et qu'il est important de maîtriser et de développer. Et ça, c'est en faisant des formations, plusieurs types de formations, qui je m'en suis rendu compte. Et je me souviens d'un moment où on m'avait dit tes prix sont pas chers, il faut que tu augmentes tes prix.
Et j'avais répondu, bah non, je suis déjà le plus cher de tout le monde sur le marché parce que j'étais déjà au-dessus des autres. Mais en fait, on n'a pas l'habitude aujourd'hui dans le loisir de demander un prix assez suffisamment important pour bien rentabiliser nos activités. Je ne sais pas d'où ça vient, cette fausse croyance, en disant que dans le loisir, finalement, il faut que ça soit pas cher. Peut-être parce que derrière, il y a les enfants. Et on se dit, bah mince, pour les enfants, il faut que la famille, tu comprends, si tu as beaucoup d'enfants, il faut pouvoir que ça soit accessible à tout le monde. Mais en fait, si tu veux que proposer une activité de qualité, des prestations de qualité, avoir une équipe top, etc., il faut qu'il y ait un coût derrière. Hein. Et donc, il faut que tu aies un minimum d'entrée. Voilà. Donc ça, on a revu ces choses-là. Donc, on a revu nos tarifs d'entrée, on a revu notre panier moyen, on a revu notre rentabilité. Donc, on a revu toutes ces choses-là, comme tout type d'activité, je dirais comme un business en ligne. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une des erreurs que j'avais faites au départ. Et tu dis justement concernant le recrutement, 50% de la réussite d'une entreprise, c'est... minimum. Même plus j'avance dans la vie, dans l'entrepreneuriat, je me demande même si c'est pas genre 95%. Parce que quand tu as des gens, ça roule. Bon, tu te poses pas de questions. Est-ce que c'est bien fait? Les gens comprennent, etc. Donc, on n'est pas loin du 100%. Il reste plus que la vision du CEO. Mais après, c'est vraiment les gens qui sont dans l'équipe qui font... ton business, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'était une notion que je n'avais pas non plus au début quand j'ai démarré. C'est, je te disais, on apprend à devenir chef d'entreprise. Où moi, je voyais un peu le recrutement comme quelque chose de pénible. Ça avance pas, ça va pas assez vite. Nous, on embauchait des jeunes, donc ça changeait beaucoup. Oui, nous on a une population. On va y revenir. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, voilà, c'est... non, mince, c'est pas le même mindset, c'est pas le même état d'esprit. Moi, je me souviens des premières fois où j'ai reçu un SMS en disant bonjour, je viens pas travailler. 5 minutes avant l'anniversaire. 5 minutes avant que je accueille un anniversaire et que pour l'anniversaire, tu avais dit ça va être la princesse qui va arriver et que finalement, moi, j'apprends qu'il n'y a pas de princesse. Et je suis obligé de te dire, tu n'auras pas ta princesse pour ton enfant. Les premières fois, je pétais un câble. Je me dis, mais c'est quoi ce cirque? Comment tu peux m'envoyer un SMS pour me dire que je n'aurais pas travaillé? Il y avait un réel décalage entre mon état d'esprit et l'état d'esprit des personnes que j'embauchais. Donc, j'ai dû travailler sur tout ça. Et on a totalement transformé notre façon de recruter, c'est-à-dire qu'on ne recrute plus du tout de la même façon. Ça passe par quoi? Ça passe par déterminer déjà des valeurs. C'est quoi les valeurs qui sont importantes dans l'entreprise? Donc nous, on a 7 valeurs, mais la valeur numéro 1, je ne vais pas citer les 7, mais c'est qu'on est créateur de souvenirs. Donc ça, c'est notre première valeur. Donc les personnes qu'on embauche, il faut vraiment qu'ils aient cet état d'esprit-là. Je suis là pour créer des souvenirs, apporter de la joie et de la bonne humeur. Ensuite, on a travaillé sur une vision. C'est quoi notre vision? Qu'est-ce qu'on veut faire à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans? C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi on fait ce type d'activité? On a bien déterminé qu'est-ce qui était la façon dont chacun fonctionnait, une carte d'identité. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Si par exemple je travaille avec Maxence, qu'est-ce que Maxence, lui, ça c'est rédhibitoire, ça ne matchera pas. Et ça, ok, ça c'est quelque chose qu'il va faire. Je sais qu'il est capable de le faire. On a posé le cadre. Ouais, poser le cadre, effectivement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, au niveau du recrutement, on a des personnes qui veulent absolument venir travailler chez nous. C'est ça qui est maintenant, on a inversé la façon de voir les choses, c'est que des personnes postulent chez nous et ils sont même prêts à attendre des mois. Donc, non, mais je veux travailler là. Par exemple, je pense à des contrats d'apprentissage où l'école m'appelle en disant, mais Nicolas, je suis embêté parce qu'ils veulent travailler que chez toi. Ils veulent décaler leur 1 an d'études pour faire l'apprentissage l'année prochaine chez nous. Parce que là, magnifique pour vous. C'est super. Donc, c'est super, on est parce qu'on fait un bon accompagnement, parce que quand tu arrives, tu as un onboarding, on t'explique sur quoi tu vas travailler, qu'est-ce qu'on va voir ensemble, quelles sont tes problématiques, tes challenges, tu vois, on les fait évoluer. Donc, on a vraiment quelque chose aujourd'hui, on arrive à avoir les meilleurs des meilleurs aujourd'hui. Mais c'est un vrai travail. C'est pas, ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Ça demande vraiment une volonté de s'investir dans cette activité-là. Alors qu'au départ, moi, l'activité de management, de recrutement, c'était pas le truc qui me plaisait le plus, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un game. Il faut le vivre comme un game. Des fois, ça va être très plaisant. Des fois, ça va être très barbant. Parce que des fois, ça se passe pas bien. C'est pas non plus toujours... mais c'est vraiment avoir cette vision-là de game. Et Peggy, toi, est-ce que tu accompagnes Nicolas pour les recrutements, peut-être la gestion, qui fait la gestion des CV Les recrutements, c'est vraiment Nicolas et la head manager. Mais tu as peut-être une RH la head manager. Head manager qui le fait. Ouais, on a vraiment des process chez nous, c'est-à-dire que dès les CV, quel CV tu vas retenir, une fois que tu as le CV, les premiers appels, quelles questions tu vas poser pour savoir si tu vas rencontrer la personne, aller plus loin ou pas. En fonction des questions qu'elle te répond, si tu dis que ça, tout de suite tu dis mais non, écoute, ça ne le fera pas, c'est pas grave, on est content de t'avoir eu en ligne. Après les premiers entretiens, après les essais, les contrats, on a vraiment tout un process chez nous qui fait qu'au bout du bout, c'est ce que j'ai dit, tu vois, j'ai envie de faire une réunion là d'équipe avec l'ensemble de l'équipe. J'ai commencé en leur disant bravo, félicitations. Parce que si vous êtes là, c'est que vous faites partie des meilleurs. Donc, c'est vraiment, vous pouvez vous féliciter. Wow.
Ouais, tu les as honorés. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'au début, ils perdaient beaucoup de temps quand même avec des entretiens qui, à la fin, ben non, je veux pas travailler les dimanches, alors qu'on est ouvert samedi, dimanche, donc Ouais. c'est un peu compliqué. Donc là, maintenant, on a vraiment mis des choses et on perd plus de temps sur des entretiens comme ça, en fait. Est-ce que pour remettre dans le contexte, vous avez vraiment des horaires particulières. Vendredi soir, c'est quoi, 17-22? 21 pour l'instant. Ouais, 17-21. Ça va augmenter. Samedi, dimanche, c'est 10-19 ou 10-20. Ouais, généralement 10-20, ouais. Voilà, et il y a aussi le mercredi. Ouais, puis dès que c'est les vacances scolaires. En fait, on travaille, nous, quand les autres sont en vacances. Voilà, donc déjà, numéro un, premier challenge, c'est de trouver des gens qui sont prêts à travailler quand Pendant les normalement on vacances n'est censé scolaires. pas travailler. Ben Ouais. Et numéro 2, avoir aussi des jeunes, parce que forcément, comme ils font faire la princesse, les petites icônes, Superman. Batman, etc., c'est pas le mec qui a 60 ans qui va se dire je vais faire ça, je pense. C'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Donc du coup, vous avez aussi un grand turnover. Et ça, comment vous le gérez pour arriver à toujours trouver de nouveaux talents? C'est peut-être la liste d'attente que vous nous avez évoquée il y a quelques instants. Alors après, on a une équipe fixe. Donc, on a vraiment l'équipe fixe CDI qui est là, etc. Donc là, on a notre équipe fixe. Et après, on sait qu'on va avoir des jeunes qui vont être là peut-être 6 mois, 1 an, sur lesquels il va y avoir un turnover parce qu'il suffit qu'ils fassent des études, il suffit qu'ils partent, ils changent de ville, etc. Donc là, on sait qu'on va avoir du renouvellement. Et entre les deux, aujourd'hui, on arrive à... Ça tourne bien. Ouais, ça tourne bien. Ouais. Alors qu'avant, on était On courait mince, il y en a un qui toujours après. partait. C'est tu l'horreur, disais, comment on va faire comment je fais pour le cauchemar. remplacer? C'est ça. En fait, la solution était assez simple. C'est j'y vais. À cette époque-là, c'était très simple. Comment je fais C'était toi le remplaçant. Samedi ou dimanche, tu avais un repas de famille. Je vais pas au repas de famille, je vais travailler. Parce que j'ai quelqu'un qui vient pas travailler. Voilà. Donc ça devait amener peut-être des fois des conflits. Alors, pas des conflits parce que Peggy l'a toujours bien compris. Que, Ça, on n'a pas Et le du coup, choix, on savait jamais à 100% si t'allais être là finalement. Il y avait toujours un petit Oui, mais doute au c'est ça. dernier En moment. règle générale, j'étais Si pas là. quelqu'un plantait dans l'équipe, c'est ça. c'était Nicolas Au qui était au début, port il de jeu. était rarement là. En règle générale, je travaillais tous les week-ends, les samedis, les dimanches. J'étais pas là au repas de famille. Puis même quand on calait, des fois, ça se... Ouais, je devais partir. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix. C'était notre entreprise. On savait pas à cette époque-là qu'on pouvait avoir le choix en fait. Oui, c'est ça, on était vraiment la tête Ouais. dans le guidon. Et c'est Notre pour ça, mode moi, de je dis, fonctionnement nous permettait pas. ouais. Là, maintenant, d'avoir pu vraiment prendre du temps pour tout regarder et avancer, c'est bien. Ouais, tout structurer, mettre des process, voilà, c'est hyper important. Comment vous gérez votre stress quand il y a une période rush ou, de manière générale, le stress qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur ou lié aux salariés, employés, clients? Comment vous faites pour vous le débarrasser le plus possible et être, comme on est dans le podcast, zen, détendu, apaisé, relax? Parce que forcément, quand c'est des périodes de rush, on est dans tous les sens et ça active un stress assez monumental. Comment vous procédez pour être le plus apaisé possible? Moi, là-dessus, alors je progresse encore. J'ai un peu de mal, moi. J'ai tendance à monter en pression, moi. J'essaye un peu tout ce qui est méditation, trucs comme ça, mais Quand tu dis pression, c'est le fait quand tu vas, par exemple, dans le moi, parc ménager. Ouais. Et si tu es chez toi, là, ça va. Mais chez moi, j'arrive à redescendre plus vite, quoi, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que j'ai tendance à, quand je suis au parc et que c'est des choses que j'ai déjà répétées plusieurs fois, à m'emballer assez vite. Tu dis ça, je l'ai déjà dit 52 fois. Pourquoi vous n'avez toujours pas fait? Voilà. Bon, après, c'est plus moi qui suis présent dans les parcs. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment plus ça. Tu dis c'est bon, Nicolas, en fait. vas-y, parce que sinon je vais péter un boulon. C'est pas, ouais, voilà. Ouais, Peggy, c'est moi, pas, dans les parcs, moi, je suis plus en présentiel. c'est et pas Peggy du est tout plus en bac. Et puis je m'y sens pas forcément. C'est pas ce que je préfère faire en fait. Toi, finalement, Faut que j'y les aille papiers, Ouais. le back-end, tu Mais il faut que préfères, donc j'y vous aille- êtes faut que j'y aille complémentaires. parce que oui, il faut quand même que je remette des choses en place un peu dans le parc de temps en temps au niveau des tout ce qui est rangement, tout ce qui est choses Administratif, comme ça. rangement, facture. Donc c'est Cuisine, hyper important. trucs Donc comme quand ça. elle vient, c'est parce que justement, c'est OK, on va revoir un petit peu le Le process. au niveau de la logiciel facturation, informatique, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que quand je vois des trucs, la dernière fois, tu étais là quand. Petite anecdote, quand je vois l'animateur qui arrive avec son t-shirt par passé, quoi. Enfin... Qu'est-ce que je me suis fendu la gueule? C'était trop marrant. Mais là, je le vois arriver. Gros, je genre, dis, mais vraiment froissé de froissé, quoi. Mais c'était fou, hein. Genre, tu l'as mis dans ton sac pendant 15 jours en boule. Comment t'oses venir travailler avec ça, quoi? C'est des jeunes. C'est des jeunes. Mais ils ont même pas ça les honte, choque quoi. pas. Que vous, la tranche, c'est quoi, 18-25 ou même 18-20? Ah ouais, 18-22. 23, ouais. En gros, au-delà de 23 ans, c'est rare que Ouais, c'est les gens rare. viennent chez vous. Donc c'est 18-23, donc forcément,
il découvre la vie en Non, mais quelque sorte. là, en plus, celui-là, enfin, il est autonome, il vit tout seul, enfin, il a un appartement, enfin, voilà, il se gère. Et là, il arrive avec un truc en boule, enfin, voilà, moi, c'est des choses, ça m'a, Ouais. je lui dis, enfin, voilà, des fois, je suis un petit peu rentre dedans, mais Bah, vu qu'il est dans un parc de loisirs, il a trop cru qu'il était en mode mes potes plutôt que bah, là, on est dans un cadre quand même ouais, il faut professionnel où recadrer il de temps faut. en temps, ouais, Il c'est y a ça. des clients, c'est pas genre Voilà. tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Voilà. Mais Alors moi, je suis au-delà plus. de ça, il est très Ah, performant. mais il est bon, il est super bon dans Non, son mais dans ce qu'il ouais, fait vous et avez, tout. vous avez tout une bonne ça, équipe. il Hein. est, Mais Et ça, ouais, c'est le des petits t-shirt, trucs comme voilà. ça qui nous. Mais ça le... Ou l'exemple, je me souviens quand j'étais venu aussi pour les frites, bah, normalement, c'est exactement ce que fait McDo. C'est très important, c'est une serviette, c'est peut-être 300 grammes de frites. Mais si on dit 300 grammes, c'est pas 500 grammes. Tu vois, parce que La on marge, elle est plus voilà, bonne. on a évoqué il y a quelques instants, et Peggy t'avait dit ça c'est la marge et t'avais 100% raison. Oui, parce que c'est moi qui gère les fournisseurs et tout. Voilà, donc si Je les gens, négocie les c'est comme tarifs. si on dit voilà un verre d'eau et que t'en donnes 3. Bon, de l'eau ça va, mais si tu fais ça avec tout, bah forcément les coûts explosent et la marge se réduit. Ouais, d'où l'importance des process, tu vois, d'avoir des gabarits sur Ouais. la frite. C'est quoi un gabarit? C'est quoi? Voilà, il y a Donc beaucoup oui, de process chez nous. Hein. donc la pression, moi je reste à la maison comme ça, je sais pas. Je suis plus au calme. Nicolas va directement dans les parcs. Je reste là au moins, je vais être zen. Voilà. Ouais. Bon, ouais, après, il y a tout ce qui est maison à gérer, donc c'est pas forcément zen non plus, mais voilà. Mais j'aimerais bien, ouais, méditation, des choses comme ça, mais mon cerveau a pas encore. Je pars un peu dans tous les sens, j'ai du mal à me centrer. Bon, on a tous énormément de pensées. Ouais. Le but, c'est de garder ce focus. Ben, c'est ça. Ok. Autre question également, je voulais vous partager. On a évoqué Nicolas, un petit il a peu pas la dit. marque. Oui, dis-moi, Nicolas. Et après, bah, Parce que lui, il arrive vraiment à faire justement cette. Nicolas, partage-nous tes pépites, astuces, conseils pour être zen le plus possible au quotidien. Ouais, alors moi, c'est vrai que par exemple, j'ai déjà un rituel, c'est-à-dire que moi, j'aime bien le matin me lever un petit peu avant que tout le monde se lève. Tu vois, tu verras quand tu vas avoir des enfants, etc. Dès que c'est réveillé. Précise, Nicolas, que tu es un petit dormeur, que toi, 5-6 heures de sommeil te suffit. Ouais, mais encore maintenant, je dors plus Ah, il qu'avant. dort plus. D'accord. Je progresse Depuis aussi cet été, là-dessus. il y a eu un petit Je changement. progresse aussi là-dessus, mais c'est vrai que c'était pas le cas, mais je progresse là-dessus. Et j'ai mon petit rituel, je me lève un petit peu avant tout le monde, je me fais une petite séance de méditation, j'aime bien me faire tout ce qui est c'est gratitude, remerciement. Donc ces choses-là, moi, ce sont des choses, j'ai remarqué, au départ, la méditation, j'avais beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un qui passe à l'action, je vais rester à ne rien faire, c'est pas du tout mon cas. Mais finalement, au fur et à mesure, je me suis aperçu que ça me faisait travailler sur ma respiration et que ça m'apaisait. Donc j'ai ce petit rituel-là qui vraiment moi, me fait du bien. Si je peux après idéalement faire, alors je fais généralement méditation, gratitude, remerciement, puis je fais des étirements, un petit peu de choses. Et puis après en fonction des jours, je vais aller faire du sport. Soit je vais faire du sport, je vais faire avec un coach sportif, soit je vais aller courir un petit peu, soit je vais aller faire de la natation. Enfin, généralement, je fais toujours un petit truc. Et tu as une routine matinale de c'est ça. l'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. tu as dit Méditation, je fais 10-15 minutes de méditation. ouais, méditation 10-15 minutes, Voilà. ok. Donc je fais pas non plus une méditation d'une demi-heure. Ensuite, gratitude et remerciement. Ok. Tu vois, merci pour, etc. Avec la vision, ok, c'est quoi ma vision, pourquoi je fais ça, tu vois, qu'est-ce qui me fait me lever. Et puis après, étirement, je fais toujours des étirements pour faire bouger mon corps, pour le réveiller. Et Et si si tu je fais peux, un petit réveil musculaire, Ouais, c'est ça, ouais, quelques ouais, minutes. ouais. Ta pote. ouais, tu vois, je suis. Et après, je- tu Ouais, c'est ça, ouais, je bouge, pour voilà. bien te réveiller C'est et ça. être opérationnel. C'est ok. ça. Et je sens que je prends en énergie, je me réveille plus. Et puis après, si je peux, j'enchaîne pour faire. Si je peux faire un peu de sport, je fais un peu de sport. Tu vois, par exemple, mes séances de sport, c'est toujours le matin. J'aime bien, je fais ma séance de sport le matin. Donc ça, on va dire ça, c'est mon petit rituel à moi en tant que chef d'entreprise. Et après, là où on a énormément progressé, c'est que finalement, c'est l'émotionnel qui joue beaucoup sur finalement la façon dont tu vis les choses. Et ce que j'appelle la charge mentale. Hein, la charge mentale. Et on avait énormément de charge mentale parce que je viens pas travailler, tiens, on s'est fait cambrioler, tiens, il y avait toujours quelque chose. On n'a pas eu la livraison des crêpes qu'on devait avoir ou des gâteaux alors qu'on a 25 Parce que anniversaires qui vous arrivent. avez tu vraiment vois. le tutti quanti. Donc, Collaborateur, client, ouais, C'est fournisseur. ça. Donc il y a tout le temps un truc à Il y a toujours- régler entre il y avait guillemets. toujours quelque chose. Donc, on a vraiment, en fait, en charge mentale, on a mis en place, si tu veux, des process qui nous permettent, en fait, finalement, ok, quel type d'information doit me remonter à moi, quel type d'information doit remonter à un manager, quel type d'information doit remonter au manager, quel type d'information va être traité par l'assistant. Et en fonction de tout ça, en fait, chacun va prendre une partie de la charge mentale de l'autre.
Ce qui fait que moi, tu vois, ma head manager me prend une partie de ma charge mentale, mes assistants prennent une partie de la charge mentale des head managers, ce qui fait qu'on se focus vraiment sur les vraies problématiques qui nous concernent, sur lesquelles on doit prendre une décision. Parce qu'avant, je prenais des décisions sur toutes les choses, ce n'était pas les décisions sur lesquelles je devais prendre des décisions, c'est des décisions sur lesquelles mon manager devait prendre la décision. Il faut juste que je lui explique quelle décision il doit prendre, comment il doit le faire, pourquoi là c'est important que c'est lui qui prenne cette décision-là. Donc on a retravaillé sur tout ça, et moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup, parce que, comme on l'a peut-être déjà dit, mais moi j'ai un petit hamster dans ma tête en tant que chef d'entreprise, c'est toujours en train de tourner, hein. Moi j'ai toujours plein d'idées, ça tourne. Et si tu me retires de la charge mentale, je suis plus focus sur des problématiques, des challenges, mais je suis focus plutôt sur, ok, c'est quoi les objectifs, pourquoi on va faire ça, c'est quoi la prochaine étape, et ça me libère de la charge mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un game changer pour moi. Et toi, Peggy, réduire ta charge mentale? Mais c'est pareil, en fait, là, il y a des managers, tu vois, qui reprennent les choses que moi je faisais avant. Donc, du coup, ça donc c'est ça me mieux libère, déléguer, et en ouais, déléguant mieux, ça vous libère. Ouais. Ok. c'est ça. Quand on s'est vu quasiment pour la première fois au démarrage de notre collaboration, on a travaillé sur une chose qui a fait une grosse différence, c'est les offres irrésistibles. Voilà, peut-être que vous ne connaissiez pas ce concept. Donc, c'est quoi une offre irrésistible si vous entendez pour la première fois? C'est de faire 10 fois la valeur perçue par rapport au prix. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, quand on a un business physique, c'est de faire un package qui permet de se dire « Waouh, je suis stupide de ne pas prendre cette offre-là ». De manière générale, et ça va vous distinguer. De toute façon, que vous ayez un business en ligne, business physique, quel que soit le business, le fait de faire une offre irrésistible, c'est de vous poser la question suivante. Si la suite et la pérennité de mon entreprise dépendaient d'un oui du prochain client, quelle offre méga, ultra, incroyablement irrésistible feriez-vous? Une offre irrefusable en quelque sorte. Je te laisse peut-être, Nicolas, nous rebondir par rapport à ça, aussi par rapport à ton mindset une offre versus une offre irrésistible. Ouais, alors c'est vrai que ça, c'était quelque chose que nous a apporté Merci. On avait une vision où on vendait finalement une activité par une activité. Donc, tu allais soit faire du laser, soit faire de l'entrée aire de jeu, soit faire du trampoline. On avait commencé Et, à faire des packs. On avait commencé à faire des packs, mais on n'était pas sur de Mais l'offre c'était pas irrésistible. irrésistible. Parce qu'en fait, pour nous, l'offre irrésistible était trop irrésistible. Donc, on se dit, bah oui, mais là, c'est pas assez cher. Donc, on trouvait que c'était trop irrésistible. Et ça, il a fallu quand même qu'on travaille sur nous en disant, ok, bon, on va tenter la fameuse offre irrésistible, que celle que tu es obligé de dire oui. Et effectivement, c'était un bon choix. Ça permet vraiment aux clients de se dire, mais franchement, si je la prends pas, c'est que je suis bête, quoi. Donc, il faut vraiment que je prenne cette offre-là. Et on est sur finalement quelque chose de win-win. Parce que tu vends plus d'offres irrésistibles, tu augmentes ton panier moyen. Et finalement, tout le monde est gagnant. Puis les clients ont plus de choses. Les clients ont plus de choses, ils passent plus de temps dans le parc et tout le monde y gagne, en fait. Donc, c'était une bonne proposition. Est-ce qu'il y a un exemple, quand vous avez un business physique, prenons l'exemple là, sur le podcast, on est en train de réaliser cet enregistrement. L'offre est à l'heure, mais si l'offre était irrésistible, on dit par exemple, c'est 600 € la journée et tu fais autant de tournages que tu veux. Ouais. Donc là, ça devient méga ultra irrésistible et c'est ce que vous avez mis en place, l'aspect illimité qui permet aux clients, s'ils veulent rester, en l'occurrence les enfants qui viennent s'amuser, qui viennent 10 minutes ou 8 heures, voire même jusqu'à 10 heures pour les samedis dimanches, eh bien, ils peuvent venir à 9-10 heures. Donc, quand tu payes 15, 20, 25, 30, 50 €, c'est moins cher qu'une nounou. C'est clair. Et en plus, l'enfant est dépensé comme il a fait du trampoline, du laser game et plein de choses. Comme ça, le soir, il dort bien et les parents peuvent faire une belle nuit complète. Ouais, tu le marques, une belle nuit complète. Ouais. Vous voulez Dormir dormir peut-être même le lendemain matin. Ouais, c'est ça, grasse mat. Peut-être une grasse mat. Ça, il faudrait qu'on le mette dans le. Tu veux faire une grasse mat? Voilà. Grasse mat assurée en venant chez Kidoum Saint-Quentin. Ça, je pense que ça va être pas mal. Autre question, plus de manière générale, est-on libre quand on est entrepreneur? Est-ce que vous vous sentez libre? Quel est votre retour d'expérience, feedback, avis par rapport à cette grande question? Alors moi, je trouve que oui, parce qu'en fait, on peut faire on fait les horaires qu'on veut. On sait que le travail doit être fait. On le fait, par exemple, si je veux aller chez le coiffeur un vendredi matin, ou je peux faire ce que je veux quand je veux, en fait. Par contre, des fois, je bosse jusqu'à 22 h le soir pour compenser. Mais au moins, je peux gérer mon emploi du temps comme je veux.
Donc, je Avoir la trouve- liberté horaire C'est ça, moi, est je très importante Ouais. pour toi. Oui. Ouais. Puis avec les enfants à gérer et tout ça, je pense que c'est bien. Je peux prendre maintenant, je prends mon mercredi et je pose plus les mercredis. Samedi, dimanche, ça y est, moi. Donc tu ne reprendrais pas ton poste de salarié. Pas du tout. C'est marrant parce que 100% des gens qui sont entre jamais entendu aujourd'hui, en 14 ans sur Internet, quelqu'un qui me dit j'étais entrepreneur, j'ai envie de retourner salarié. Ouais. Pourtant, on sait que c'est pas facile l'entrepreneuriat, il y a des challenges, il y a Non. des remises en cause, mais ça montre que ça vaut la chandelle. Idem, est-ce que j'aimerais être Et salarié après, il faut peut-être la aimer réponse est ça non. aussi, parce que nous, on aime bien tout ce qui est challenge, on aime tout Mm. ça. Il y en a qui préfèrent leur tranquillité, d'avoir leurs petits horaires et tout. Ouais, c'est Ça pas dépend facile. des Là, personnes, je pense aussi. c'est, hein. J'aime bien cette double citation. Choix difficile, vie facile. Mm. Vie facile, Choix difficile. ouais, l'inversement. Vous avez Ouais. compris l'idée. Mm. Et c'est un peu ça, c'est quand on est tout le temps dans le confort, entre guillemets, Ouais. sa petite sécurité. Mm. C'est vrai qu'on n'a pas toute cette charge mentale. Il y en a qui si, préfèrent vivre comme ça. si hein. un salarié se barre, Mm. il n'en a rien à foutre et c'est tout à fait logique, Mm. Ouais, c'est ça. je comprends. Mais en même temps, c'est qu'on utilise 0,1% de son potentiel. Si Ouais, on- mais je pense que je m'ennuierais, moi, à bout d'un moment. Ouais. Mais après, je pense que voilà, toute personne est différente. Et, En fait, je pense qu'il y a aussi l'aspect un peu comme une boîte, c'est que plus tu avances dans la vie, plus tu vois le champ des possibles. Mm. Alors que quand tu restes plus ou moins la même chose, comme tu ignores, je vais prendre un exemple, deux exemples célèbres. Milliardaires comme Bernard Arnault, 215 milliards, c'est tellement dingue que même moi, je sais même pas comment. Je veux dire, ça me paraît impossible, donc c'est même pas dans mon champ des possibles. Donc plus tu avances, plus tu as des champs des possibles qui avoir lieu. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, certainement votre cas, si vous êtes à moins de 100 millions d'euros par an, c'est quasiment impossible d'imaginer ce que fait Bernard Arnault, même si on le comprend intellectuellement, mais c'est vraiment impossible de l'imaginer, ou un Elon Musk, etc. Ou idem, les gens qui envoient des fusées dans l'espace, etc. Ça sort totalement de mon imagination, et pourtant, les gens qui sont dedans, ça leur paraît être évident. Ouais. Donc, à mon avis, le salariat, ce genre de choses, tu es un peu dans ta boîte, et puis comme tu ignores tellement, tu es dans ta propre perception, ta propre réalité, ton propre monde, et qui fait que tu es très bien aussi comme ça, parce que tu vois pas les autres champs de possibilités. Non, puis tu es libre aussi, parce que tu peux faire évoluer ta boîte comme tu veux. Tu peux faire. Enfin, voilà, si tu as envie de changer des choses, tu le changes. C'est le cercle d'influence, c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. C'est comme aussi l'immobilier, c'est du gré à gré, où tu mets des choses en place, tu vois tout de suite si ça marche, si ça marche pas. Et du coup, le salariat, je mettrais plutôt comme de la bourse, du cercle de non-influence, du style, il y a un truc, mais le marché, s'il baisse, il baisse, s'il monte, il monte. C'est pareil, si le patron dit ça, tu dois faire ça, etc. Tu as un pouvoir de décision qui est très limité. Nicolas, est-ce que tu te sens libre en tant qu'entrepreneur? Oui, alors je partage le point de vue. Est-ce que tu seras à nouveau salarié dans ton ancien poste par le passé? Non, comme je t'avais dit, de toute façon, à 35 ans, je sentais que j'ai toujours voulu devenir chef d'entreprise, je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment dans mon état d'esprit. Et non, je ne redeviendrai pas salarié. La liberté, comme elle dit, la liberté du temps, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Finalement, on se dit, tiens, je vais aller passer une après-midi avec mon enfant, alors que logiquement, c'est l'heure où tout le monde travaille, mais toi, tu ne travailles pas, et puis tu peux te faire un truc sympa où il n'y a pas grand monde et tout. C'est vraiment, ça n'a pas de valeur, c'est vraiment quelque chose de top. Ça, c'est vraiment le premier point. Moi, je me souviens de moment où on était en vacances, hors vacances scolaires, et là, on était là, on se disait, non, mais c'est super, il n'y a personne, on a vraiment une chance incroyable d'être là, et waouh, c'est top. Et ça, c'est les entreprises qui nous le permettent. Après aussi, tout le côté où on peut se faire certains plaisirs, certaines choses, si on veut aller dans un bon restaurant ou autre. Bon, ça aussi, c'est des entreprises qui te permettent une certaine ouverture qu'on n'avait pas quand on était salarié. Donc ça aussi, ça demande des efforts. C'est-à-dire que la vie de chef d'entreprise, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Il y a Et beaucoup de challenges, beaucoup de remise en voilà, cause et beaucoup de challenges, travail de aussi. travail, c'est ça. C'est pas non plus idéalisé en disant, ça va être simple, etc. Non. J'entendais encore là qu'un chef d'entreprise sur 5 gagnait 1400 ou 1100 euros par mois. Donc, Ça me paraît fou. Eux, par tu contre, vois- je leur conseille vraiment de retourner salarié. non, Ils mais auront c'est moins quand de même charge une mentale. réalité. Donc, il ne faut pas se dire, waouh, je suis en entreprise, je vais me C'est gagner. réaliste. Non, c'est pas le cas. Et puis, moi, quand j'ai commencé. Tu dis un entrepreneur sur 5 qui entrepreneur gagnerait sur- moins de 1500 Les euros 3 par mois. premières années, Ouais, Nicolas, il avait 4. zéro Moi, salaire. dans les 2 premières années, Deux. je me suis pris rien du tout en rémunération. Et après, quand j'ai commencé à me prendre un salaire, j'avais. Je vous dis c'était ça, un mes 3 SMIC, quoi. premières années, pareil, je C'était un SMIC, gagnais hein. 3 francs 6 sous, Mm. même si c'était du business en ligne. Donc, quand tu C'était ramènes pareil. au taux horaire, Ouais. en fait, on gagne
rien de rien. Hein. Allez, par les rapport- 1 à 3 premières années, c'est hardcore. Ça, il faut quand même le 1 parce que des fois, on idéalise un petit peu les choses. Par contre, c'est vrai qu'au au bout de 15 ans. Bah, l'effet exponentiel. Ouais, c'est ça, ok. Et la liberté du temps, c'est vraiment. Ouais, ça n'a pas de valeur. Magnifique. Quelles sont, selon vous, vos 3 principales qualités en tant qu'entrepreneur et également, quelles sont les 3 qualités, de manière générale, à développer pour être un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise? Qui veut démarrer? Peggy, Nicolas? Est-ce que vous avez déjà fait cette introspection Oui, sur démarre, vous-même? je sais pas. Non, je sais pas, moi je dirais que je suis organisée. Donc, ta grande qualité, l'organisation. Ouais, bienveillante aussi vis-à-vis des salariés, des choses comme ça, même si j'ai tendance à râler au fond de moi. Il m'appelle Bisounours, hein, Nicolas. Mais tu le gardes et finalement, tu fais bonne Ouais, figure devant. Mais d'ailleurs, les j'avais collaborateurs. tendance vraiment à prendre à cœur trop les choses, moi, au Hmm. début. Et c'est pour ça que je voulais pas trop aller vers les salariés, parce que ça me touchait vraiment personnellement et c'était compliqué pour moi à gérer. Et puis c'est déjà bien. Donc, tu as dit organiser, Ouais, bienveillant. bienveillance. euh, Ah bah, t'en as plus que 2, je pense, Peggy, de Aide-moi. qualité. aide-moi. Non, je dirais aussi fonceuse. Ouais, Ouais, voilà, passe c'est à ça. l'action, Voilà, hein. Ouais, comme c'est je vrai. disais tout à l'heure, D'ailleurs, pour la petite aparté, numéro 1, souvent, c'est plutôt les femmes qui amènent l'homme, soit du développement personnel, c'est un peu le sens inverse. Et aussi, quand il y a 2 personnes, je prends l'exemple du mentorat, quand vous l'avez rejoint, t'as pas été l'objection. Parce que généralement, il y a une des 2 personnes. Ah, les mentorats, c'est moi qui ai voulu les faire. Alors, bon, merci, entre guillemets, mais souvent, quand il y a un couple, s'il y a qu'une personne qui décide, magnifique. Mais s'il y a 2 personnes et il y en a qu'un des 2 qui a eu le discours, forcément, la deuxième personne, entre guillemets, que ce soit le mari ou la femme, peut avoir des freins ou des objections et du coup, ça fait péter la transaction, entre guillemets. Mais voilà, toi, c'est ça, Non, tu te mais poses oui, pas de Nico questions. lance toujours le truc et moi, je suis toujours. Ouais, ce que je disais. Donc, s'il dit IMO à Dubaï, tu suis. Oui. Ouais. Mais c'est fait, ça. Ah, c'est fait. Ok. Bah, ça va se faire, mais je veux dire, ouais, tu sais, à chaque fois, tu Non, mais valides. c'est vraiment le gros point fort de Peggy, c'est que. Ouais, donc toi, ce qui est bien, Nicolas, t'as Non, pas mais- de frein en disant est-ce que parce que ça c'est vraiment beaucoup, Non, mais en mais ça même soit temps, pareil. il fait vraiment attention à ce qu'il fait. Je sais qu'il va pas se Oui, lancer dans je vais des pas lui trucs. dire, Mettez euh, risque, asymétrie, risque Ouais, mesuré. voilà, et je pas, sais Oui. on Ouais. fait un all-in Non, sur la voilà. prochaine Je crypto raisonne ouais, c'est ça, pour je être raisonne un en bon père de multimillionnaire. famille. Hein, je suis Ouais, père de famille. je sais que donc, s'il prend la décision de le faire, c'est qu'il a bien réfléchi C'est ça, avant et ouais. qu'il va ouais, je vais prendre pas, la je bonne vais pas décision. dire tiens on va aller au casino et puis on va tout mettre en all-in, on va voir ce que ça donne. Non. Elle sait que ça serait bizarre que je lui Peggy dise va ça. dire Nicolas, t'as changé. Là, je dirais peut-être non, là, quand même. Voilà, Ouais. elle sait que je prends des risques, mais généralement les risques je Mhm. mesure toujours. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Mais elle sait que je sais pas non plus des propositions qui Ouais. sont. Et 3 qualités générales que tu vois pour être entrepreneur. C'est les mêmes que j'ai dit. Ouais, non. Donc, être organisé, passer à l'action et être Ouais. bienveillant envers soi et envers les autres. Oui, je pense Ouais, que ça reprend bien. Nicolas. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais tu sais, en fait, à la base, moi, je suis fils d'ouvrier. Donc, rien ne me destinait à être chef d'entreprise, à avoir plusieurs entreprises. Finalement, maintenant, on a plusieurs entreprises. Et quand je regarde un peu mon parcours, là, au bout de 15 ans, je dirais que ma première qualité, c'est que j'ai été tenace. C'est-à-dire on a fait face à beaucoup de challenges. Et la dernière fois, c'était assez amusant. Je regardais un petit peu. On a eu quand même plus de 11 sinistres, nous, en 15 ans. Donc, quand je dis sinistres, c'est dégâts des eaux, incendie. J'ai quand même T'as eu des incendies. Ouais, ouais, incendies, dégâts des eaux. Non, mais on j'ai- nous appelait les poissards à un moment donné. J'ai quand même un des parcs à brûler. On s'est fait cambrioler 4 fois, dont une fois un 24 décembre où tu as quand même un 4x4 qui a traversé tout le parc, tu vois. Donc là, et qui est venu s'écraser contre le mur en faisant un trou de 5 sur 5. Donc l'entreprise, tu l'as fermée. Donc la première de nos qualités, c'est qu'on a toujours su se relever et repartir malgré les problématiques. Et tu vois, 11 sinistres quand même en 15 ans, c'était énorme. Incendie, cambriolage, dégâts des eaux, c'est Ouais. sûr que c'est salé et costaud. On a eu une période, donc tout ça avant. Et puis après, il y a des soucis aussi avec les salariés. des Ouais, choses ouais, comme ça on aussi, a hein. quand même accumulé beaucoup de choses. Ouais. Mais parce que je pense qu'on n'avait pas non plus le bon mindset. On Mm. était dans une optique où il nous arrive toujours quelque chose, des choses négatives. Et c'est vrai que quand on voyait d'autres amis, etc., à chaque fois ils nous voyaient, ils disaient alors,
Qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu sais, c'était un petit peu la série, c'est le feuilleton. Quelle est Alors, l'histoire, cambriolage, anecdote croustillante que vous avez? tu t'es fait voler, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, ils sont assez déçus d'ailleurs, parce que depuis quelques années, là, il se passe rien en fait. Enfin, il se passe rien de. que des bonnes nouvelles, quoi. Fait des bonnes nouvelles. Et là, ils disent, je comprends pas. Ils sont pas déçus, je pense qu'ils sont contents pour nous, mais ils trouvent ça Ils disent, bizarre. mais il n'y a plus rien à raconter. Et alors, j'ai totalement changé mon état d'esprit, c'est-à-dire qu'avant, je te disais, je suis pas quelqu'un de chanceux. Et maintenant, je te dis, je suis quelqu'un de chanceux. Ouais, j'ai changé ma vision des choses et je suis quelqu'un de chanceux. Alors qu'avant, oui, effectivement, il m'arrivait que des problématiques. Donc la première, c'est être tenace. Et Peggy aussi, là-dessus, elle est très tenace. C'est-à-dire que, et c'est aussi ça la force d'un couple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle va être moins bien, des moments où je vais être moins bien. Si on prend le cas du moment où on s'est fait cambrioler, où tu as un 4x4 à traverser tout le parc. Surtout la veille de Noël. Donc la veille cadeau de Noël, la veille il est de Noël. hardcore. Ah ouais, et nous, on partait en voyage avec notre fils. On était en Angleterre. On allait en Angleterre et là, on apprend qu'on s'est fait cambrioler, que le parc va fermer pendant 15 jours, une des grosses périodes Il fallait d'activité. trouver quelqu'un. Fallait trouver tous les entre corps de Noël et métier. jour de l'an, t'avais personne. Et que vous êtes à l'étranger en plus. Là, on est pour gérer. étranger. Donc, de l'étranger, j'ai dû trouver un plaquiste, un plombier, un électricien, etc., tout en étant à l'étranger pour gérer ce truc-là. Donc, ce qu'on a réussi à faire, hein, c'est-à-dire qu'on a réussi à rouvrir en une semaine. Et là, toi, t'étais vraiment. Mais moi, tu vois, là, j'étais pas bien. Émotionnellement, t'étais au fond du trou. Là, on voulait Ouais. tout arrêter, en Ouais. fait. Ouais, d'accord. moi, émotionnellement, j'étais vraiment au fond du trou. Donc, arrêter vos deux parts de jeu, on c'était s'est ça que dit, vous aviez à l'esprit. Ouais, je me suis dit, c'est pas On en avait possible, marre, en fait. Trop, c'est trop, tu vois. Mm. Et là, Peggy, elle a su, en fait, avoir le bon mindset et dire, ok, de toute façon. Et on va savoir le faire. plus incroyable, c'était en plus On va repartir. juste avant la pandémie mondiale. Mais oui, Donc c'est ça qui est. Ouais. Après, tu t'es dit pandémie, t'as dit oh là là, mais ça va s'arrêter quand le truc? mais Ouais, mais en fait, notre point fort, c'est vraiment que quand il y en a un qui est en bas, moi, j'essaye toujours, quand il va pas bien, de. Bah, vous d'être là, remontez mutuellement Ouais. émotionnellement. d'être forte Ouais. à ce Ouais. moment-là, et quand moi, je suis moins Voilà, bien. c'est lui, l'avantage finalement d'être Ouais. en couple et dans la même entreprise. Mais Là où ouais, c'est on plus pourrait se difficile tirer quand tous t'es- les deux vers le bas, tu vois, Ouais. mais on arrive vraiment à trouver cet équilibre et à Mm. remonter l'autre quand l'autre est pas bien. Et en règle générale, on est plutôt, enfin voilà, on est tenace, on tient bon, etc. Mais ce truc-là, ouais, moi, ça m'avait vraiment tiré vers le bas. Et c'était le truc de trop, tu vois. Et c'est assez amusant parce que je pensais pas justement que je pouvais descendre si bas en termes de mindset. Non, mais attends, là, j'étais vraiment. On pouvait plus pendant Je- 3 jours, on n'a pas pu lui parler. Enfin, il était vraiment. Ouais, genre, moi, je me c'était disais, un- mais c'est fini, c'est pas possible. C'était fou, Tu vas hein. te faire cambrioler, faire défoncer avec un trou de 5 mètres dans ton entreprise, dans ta cuisine. Le lendemain de Noël, enfin. Évidemment, Puis c'est. notre salarié qui nous appelle, il y a un trou dans le mur. Ouais. Et là, Ouais, je lui dis, ouais, mais je ouais. lui dis, mais il y a un Elle a trou fait dans du le mur. marketing, Non, non. elle a embelli Oui, le mais- dégât. On Mais s'est je fait lui cambrioler. dis, T'as un trou dans le mur, mais je lui dis, il est comment le trou? Elle envoie la photo, mais en fait, il n'y avait plus de C'est mur. pas un trou, il y Je a lui plus dis, de mais il mur. n'y a plus de. C'est pas un trou, il y a C'est plus pas de un mur. trou, c'est le mur est effondré. Non, mais c'était ça. C'est-à-dire qu'elle appelle en disant, on s'est fait cambrioler. Il y a un c'est trou pas la dans le première fois, mur. c'est notre 4e cambriolage. Ouais. Mais par contre, ils ont fait un trou dans le mur de la cuisine. Bon, je dis ça, tu sais, on n'a jamais eu ça, c'est bizarre. Les mecs, pourquoi ils font Pourquoi un ils trou font dans la un trou cuisine dans le mur? On n'avait pas comprend quoi. compris, nous. Et après, elle envoie la photo, ça fait 5 sur 5. C'est pas un trou, le 4x4 il est C'est venu. pas un trou, c'est il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. Ouais, Je dis, c'est mais il n'y a pas de trou, c'est qu'il n'y a plus de mur du tout. Ah, mais oui, c'est bien ça. Oui, ok, d'accord. Ouais. Ah, j'imagine. Ça, ouais. Donc la Donc, première, c'est tenace. Tenace, t'as dit, Voilà. ouais. La deuxième, je dirais, c'est savoir s'ouvrir à avancer. Toujours apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre. C'est-à-dire pas partir sur des acquis, se dire, OK, là, je sais faire, là, je suis très bon, là, je suis pas encore suffisamment bon, comment je peux faire pour évoluer, avancer. On a toujours des choses à apprendre, et ça, c'est quelque chose qui me motive. Je serais hyper malheureux si j'avais plus rien à apprendre. Moi, j'ai vraiment besoin d'apprendre tous les jours. Et quand j'ai fini une journée, j'ai besoin de me dire, OK, là, j'ai appris des choses, et j'ai Avoir avancé. cette stimulation Ouais, intellectuelle. c'est ça. Ok. Et après, la dernière qualité, je dirais, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Si on est dans les qualités de chef d'entreprise, et ça, tu ne l'as pas non plus au début, c'est quelque chose que tu vois après. Il est important de s'entourer autour de soi, d'avoir vraiment des bonnes personnes sur tous les niveaux, tous les corps de métier, pour s'entourer des meilleurs, pour progresser encore plus. Ouais. C'est vrai que ce cambriolage, là, ça nous a vraiment aussi dit faut qu'on fasse quelque chose, et c'est là qu'on s'est orienté vers les masterminds. Et il faut qu'on ait des bonnes personnes aussi C'était le déclic. Je pense que moi, Oui. j'avais commencé le développement personnel, Oui. et on a vu que ça Parce faisait que du vous bien. aviez le sentiment de côtoyer un environnement soit Mais toxique on n'a pas ou, d'environnement. Ouais, en fait, on n'a pas d'environnement. Non, dans pas notre toxique, entourage. mais, Pas toxique, mais qui nous montait pas. Ouais, parce que petite anecdote, vous n'êtes pas les seuls. Donc, quand moi j'organise, là je vais organiser les 23-24 novembre 2024 un prochain event entre 150 000 et 3 millions. Et souvent, il y a des entrepreneurs qui me disent ouais, mais moi, j'ai pas d'autres personnes qui fait 1 million, 2 millions, 3 non, millions. Mais non. Et je leur dis bah, step up, faut changer d'environnement. Et je comprends en fait, c'est que vous êtes plus ou moins seul
ça. dans votre Puis univers. nos amis, choses Et comme comme c'est ça, des business étaient physiques étaient locaux, pas jusque-là entrepreneurs non plus. Là, ils commencent à s'ouvrir et à créer leurs entreprises Ouais. d'ailleurs, donc on est content parce que on les a un peu aidés à s'ouvrir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on était qu'avec des personnes qui nous comprenaient pas, qui disaient qu'on était complètement dingue de faire ce qu'on faisait en fait, parce qu'on cherchait la difficulté, et alors qu'entre deux salariés, Sortie de zone de c'était confort. voilà, c'était Ouais. tranquille. Ouais, quoi. on était totalement en sortie de zone de confort. Et puis, comme il nous arrivait plein de challenges, ils disaient, mais vous êtes Et complètement pourquoi fou. ils continuent quoi. Et on Enfin, continue. ils sont On y dingues. va, on continue, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Tu vois, On ils a disaient- bien fait de pas Eux, lâcher. ils en s'auraient fait. dit, mais non, mais on laisse tomber, on arrête. Voilà. Ouais, Comme on je- disait, comme on est chef d'ouvrier payé à les fils de fonctionnaires, rien ne nous prédestinait à être chef d'entreprise. Donc, on n'avait pas l'environnement autour de nous avec des chefs d'entreprise, tout simplement. Alors, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur, selon vous? Oui. Donc, pays, oui. Enfin, Pourquoi? Moi, je Bah, parce dirais... que, voilà, ouais, je, ouais, je vais nuancer le propos, Ouais, mais... voilà. mais- je mais- dirais oui. En fait, tu peux faire ce que tu veux de ta vie si tu le veux vraiment. Voilà. Mais après, Ouais, si je t'as trouve. pas envie, ben non. Mais il faut faire les efforts pour. Ouais. Ouais. Nicolas. Après, je me dis, Ah, si tu fais les efforts, tu peux être entrepreneur. Mais si tu fais pas d'efforts, tu peux pas. Ouais, alors moi, ma première réponse aurait été non. Mais en même temps, tu sais, moi j'ai un proverbe que j'aime bien, parce que j'aime bien les proverbes, qui est tout est possible à qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Donc, c'est possible, mais il faut vraiment que tu aies l'envie, la volonté, le mindset, voilà, et sortir de sa zone de confort, parce que la vie de chef d'entreprise, c'est une sortie de zone de confort. Donc, je dirais, oui, tout le monde peut le faire, mais il faut vraiment avoir quand même le bon état d'esprit. Mais c'est ça. Si tu veux rester dans une zone de confort, voilà, c'est pas fait quand même pour tout le monde, la vie de chef d'entreprise. Si tu cherches la facilité, il faut pas faire ça. Je sais pas si facilité, pas facilité, faut avoir les. En fait, c'est un mindset. c'est comme dans tout, je pense qu'il faut Ouais. embraser le pour et le contre. Donc, Ouais, les c'est ça. exemples un peu célèbres, jour, nuit, soleil, Ouais. pluie. Si vous voulez avoir participé aux Jeux Olympiques, mais vous entraînez 3 fois par semaine, non, c'est pas possible. Il faut s'entraîner 13 fois par semaine Ouais, pour ouais. espérer un Bien jour sûr. être athlète de haut niveau, etc. Je pense que c'est contrebalancé et c'est ça. Et après, c'est aussi une question d'ambition parce que si tu veux faire 100 000, 200 000, 1 million, 5 millions, 100 sûr. millions, etc., il y a des niveaux de pression, etc. Mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur sur le papier? Je pense comme Peggy. La réponse est oui. Et après, dans la réalité, je pense aussi comme Nicolas, non, parce que est-ce que tu es prêt à te remettre en cause? Est-ce que tu es prêt à faire Oui, face c'est aux ça. critiques? Est-ce que tu es prêt à prendre un risque mesuré? Mais surtout, est-ce que tu es prêt à cultiver ta charge mentale pour progresser, etc. Est-ce que tu es prêt à investir en toi? Toutes ces choses-là, on Mais les va masterminds, faire un de mastermind, rencontrer- mon propre mais c'est mastermind. ça. De rencontrer les gens, ça nous aide beaucoup. Voilà, vous avez pris un billet d'avion, c'est 3 jours de votre temps. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Moi aussi, des fois, quand on me dit, et peut-être qu'on vous le fait, t'as de la chance, Maxence. T'es en vacances. ou t'es en vacances. Là, je suis en train de prendre l'avion pour aller me former, améliorer mes connaissances, mes compétences, mon réseau, mon mindset, etc. Non, mais c'est juste logique que j'ai ces résultats-là parce que je fais des efforts que moins de gens sont prêts à faire. Et puis les gens qui sont encore au-dessus, si je reprends l'exemple célèbre de Bernard Arnault, il fait des choses que peu de personnes font, donc forcément, il y a des résultats que personne n'a. C'est aussi simple que ça. Quoi. Et c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'après, il faut vraiment le voir comme un investissement. Et les masterminds, les séminaires, c'est vrai que des fois, tu dis... Ça waouh, aussi, ça- peut-être toi, Nicolas, peut-être moins Peggy. Mais au début, c'est normal. Hein, tu as fait donc Mastermind Max Piccini, Mentorat Maxence Rigotier. on peut se dire, ok, ça marche, mais quel est le ROI finalement? C'est quoi le... Et force est de le constater- ROI est là. Ouais, mais faut se constater depuis qu'on fait des formations, des séminaires, des masterminds, on a des sociétés qui progressent, mais on progresse sur tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne progresse pas uniquement que sur l'entreprise, sur le chiffre, sur la renta, sur la gestion des collaborateurs, du personnel, on progresse aussi sur nous-mêmes, sur notre gestion du temps, sur notre gestion du couple. En fait, on progresse sur tous les axes. C'est ça qui est hyper intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, il y a aussi le reste à côté. C'est un podcast sur sur la vie de couple. Donc, finalement, on progresse sur plein d'éléments et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est pas l'intermédiaire en investissant dans des séminaires. Ouais. Spontanément, est-ce que vous avez 3 livres, business ou développement personnel, qui ont transformé votre vie, qui vous vient en tête? Alors, Peggy, peut-être t'es comme moi, tu lis peut-être pas trop de livres. Je suis pas trop livre, moi. Alors, Nicolas, je te sens lire un peu plus de livres. Je lis beaucoup de livres. Ouais, alors je lis pas mal de livres. Alors, Peggy, peut-être des films, si t'en as. Le temps que Nicolas répond. Si tu as 3 films qui te viennent en tête, business, développement personnel ou leçon de vie, qui t'auraient marqué. Ok.
Alors moi, je lis pas mal de livres et je lis pas mal de livres justement sur le business, le développement personnel, etc. Et ce que j'ai changé dans ma façon de lire les livres, c'est que tu vois, j'avais tendance à lire ce type de livre même le soir avant de me coucher. Et ce qui est une erreur, je ne lis plus de livres. Stimulation vraiment, intellectuelle. Voilà. C'est-à-dire que moi, je posais le livre et hop, mon cerveau, il était là en mode. Il avait cogité à tout ce qu'il avait vu et c'était pas l'idéal pour bien dormir. Donc, j'ai des livres maintenant qui vont être vraiment business et je vais avoir des livres qui vont être du développement personnel, mais plus sur une histoire, un petit peu romancé. Donc, je lis des livres, tu vois, différemment en fonction du moment de la journée. Dans les livres qui vraiment m'ont marqué, que j'ai adoré, il y a One Thing. Ça, c'est vraiment un livre que je trouve qui réunit... Pour rester focus. Ouais, rester focus et réunit plein de choses que j'ai lues dans d'autres livres. Donc ça, je trouve que c'est un bon résumé de ce que j'ai vu dans beaucoup de livres. C'est marrant ce que Myriam Hoffman, dans un autre podcast, a donné aussi ce premier ouvrage. Ah ouais? One Thing, Ouais. qui est très connu. Hein. Ouais. One Thing, donc lisez-le si vous l'avez jamais lu, pour vraiment l'art de rester focus dans ce que l'on fait. Ouais. Le deuxième livre qui m'a marqué, c'est un des premiers livres que j'avais lu, c'est Père riche, Père pauvre. Donc, Elle a donné ce Ouais. deuxième ouvrage. C'est Vous avez C'est la amusant, vous avez le ça. même libraire. Ouais. Ça, c'est Robert amusant. Kiyosaki, Ouais. qui est aussi... Donc, il faut Très vraiment lire sympa ces lire. deux livres. Ouais, c'est deux livres. Je sais plus le troisième qu'elle a dit, mais si tu fais le troisième, là j'hallucine. Mais j'en ai tellement de livres que j'aime beaucoup, mais un qui m'a aidé aussi dans ma façon de travailler, c'est Avaler le crapaud. Ouais, alors je sais plus, mais je vois ce que tu veux dire. C'est tout de suite faire la chose difficile en démarrant la journée. Définir les... Comme ça, Ouais. c'est débarrassé. C'est ça, définir les priorités. priorités. C'est quoi les priorités? C'est quoi que tu dois faire toi? C'est quoi que tu dois déléguer? Commencer par finalement la tâche la plus chiante que tu n'as pas envie de faire, mais il faut la faire parce que tu vas la reporter. Et au bout du bout, de toute façon, il faut que tu la fasses. Je dirais, si j'avais 3 livres à mettre, c'est ceux-là, mais j'en ai lu énormément et j'aime beaucoup lire. Et puis après, voilà, c'est quelque chose sur lequel. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça. Donc je suis toujours en train de. Ouais, je suis toujours un livre que je suis en train de lire. Il faut toujours qu'il apprenne. Oui, Ouais, ouais. Tu es dans cette notion d'apprentissage. C'est ça, Je pense que tu es beaucoup dans la croissance, Ouais. qui a une énergie plus Il ne masculine. peut pas se poser. Et, alors, je suis pas spécialiste des néagrammes, mais tu dois avoir un chiffre spécifique qui sont les gens font ça. Peut-être un 3. En fait, c'est les gens qui aiment tout le temps l'action. Ouais. Numéro 1. Toi, c'est peut-être pas numéro 1, mais vraiment tout le temps être dans l'action. Par contre, on a quand même, donc effectivement, je suis toujours dans l'action, comme tu le dis. Par contre, on a quand même une évolution, c'est-à-dire que comme on a eu l'occasion d'en parler, j'étais beaucoup dans le faire humain. Ouais, et c'est vrai que j'étais quelqu'un en disant, ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Et une fois qu'on l'avait fait, on dit, ok, next, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi mon prochain challenge? Et je savais pas apprécier, je savais pas me féliciter en disant, ok, bah, c'est top ce que tu as fait, bravo, tu as vu le chemin parcouru, tu vois. Et ça, c'est pas des choses sur lesquelles je me félicitais moi-même, en fait. Je faisais un truc, c'était fait, et puis les autres me disaient, waouh, t'as vu ce que tu as fait, c'est super. Non, en fait, tout le monde peut le faire. Mais non, tout le monde peut pas le faire, mais pour moi, tout le monde peut le faire. Tu as du mal à t'auto-féliciter. Maintenant, Ah ouais, ça y alors est, il le maintenant, fait, si, ça. ça, moi, Et c'est toi, Peggy, il y a un t'arrives travail. à bien le Ah faire? non, ça, il faut que je travaille encore dessus. Ouais, mais Tu sais, c'est comme tu me disais tout à l'heure de trouver. ouais, les 3 qualités, et là, Qualité. tu mets... moi, je Alors peux quand que- même me citer une vingtaine de qualités tout de suite. Voilà. Alors que en cherchant bien, je les ai, mais à sortir comme ça, c'est pour moi, c'est challenging. Mais il y avait une citation ou un proverbe ou une philosophie qui était la suivante, c'est on va être davantage exigeant envers soi-même qu'envers les autres. Oui. Et le deuxième élément, c'était ne soyez pas plus dur envers vous-même que votre patron était envers vous. Donc en gros, si tu quittes le salariat pour être entrepreneur, mais que finalement, tu es 100 fois plus dur que ton propre patron quand tu es salarié envers toi, c'est un peu ballot en quelque sorte. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai aussi beaucoup de mal à me féliciter, ou même quand des gens me disent merci, etc. Ça demande- ça fait Ça demande un effort. En fait, ça demande un vrai effort. Et tu vois, Mais quand ça, le tu matin, j'ai arrives dit, à le faire. le matin, quand je dis, ok, je suis dans la gratitude, je suis dans le remerciement, tu vois, je me félicite, bravo pour ça, etc. C'est une démarche que je ne faisais pas du tout avant. Qui était, ok, c'est quoi le prochain truc, c'est quoi le prochain truc? Et je suis passé du. Voilà, faire- tu te remercies, mais tu fais c'est quoi le prochain truc quand même. Ouais, mais. Ouais, parce que t'es dans la croissance, et Je suis dans la c'est ce qui nous croissance, amène mais, à être heureux. On fait quand même beaucoup moins de. Non, mais moi, je suis plus vraiment dans le truc de routine et j'arrive pas encore à prendre du recul sur. L'exercice simple pour vraiment prendre du recul et que vous pouvez tous faire, c'est qui vous étiez il y a 10 ans. Parce que souvent, en fait, en 1 an, on évolue un petit peu, mais c'est pas énorme. En 3 ans, on évolue un petit peu plus, mais c'est pas spectaculaire. 5 ans, ça commence à faire. Waouh, là, si je vous dis, il y a 5 ans, tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, D'accord. même la pandémie mondiale, les cambriolages et tout, vous n'y aviez pas vécu. Mm. Et si je vous dis il y a 10 ans, alors là, le gap, il est stratosphérique. Et moi, ça me donne une force, une conviction et une totale confiance en moi dès que je me dis, j'étais qui, je faisais quoi il y a 10 ans.
Et là, je vois le chemin parcouru et je fais OK, ce Mm. truc-là qui me paraît impossible, Mm. si je me laisse Ouais, un mais il faut que horizon de toi- temps mais il faut que j'arrive à me assez poser conséquent. pour me poser la question. Ah, C'est ok. plus ça, moi, le. Bah, réfléchis ce soir, Peggy. c'est- Qui étais-tu? Que Mais faisais-tu il y a 10 ans? j'arrive à le faire. Mais il faut que j'arrive dans toute mon organisation et tout ça. À toutes Entre les les sphères de ta vie. enfants, tous les. Voilà, là, Bah, et il faut que j'arrive à me dire, bon, bah alors, voilà, prendre le temps de faire ça. couple, fun, carrière business, amour, loisirs, bah, toutes les branches de vie et tu vas voir ton évolution. Même quelqu'un qui procrastine tout le temps a quand même une belle évolution au bout de 10 ans. Alors les gens qui passent à l'action, c'est stratosphérique. Mm. Autre registre, autre thématique, l'argent. L'argent fait-il le bonheur? Ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue. Nicolas? Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que tu vas pas être heureux parce que tu as de l'argent, mais c'est vrai que l'argent te permet de faire des choses, donc ça contribue au bonheur, mais tu peux être heureux sans argent, comme tu peux être malheureux avec de l'argent. T'as pas besoin d'argent pour être heureux, mais ça contribue. Ouais. Comment avoir un mindset d'abondance? Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez ou pas encore? Parce que de manière générale, tu vois, tu as la richesse Ouais. où c'est créer des actifs, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tableau de marche, KPI financier, Mhm. KPI business, etc. Et après, l'abondance, c'est plus le concept comme un potager ou comme des arbres. Si tu as un prunier, quand c'est le moment des prunes, il va te chier 300 kilos de prunes. Tu vas pouvoir en bouffer matin, midi et soir. Tu vas pouvoir en donner à tous les gens que tu connais, etc. Et il y aura toujours énormément de prunes. Et c'est ça l'abondance, c'est d'avoir suffisamment confiance en l'univers, en soi, en ses capacités, et qu'il en est pour être toujours à, entre guillemets, s'offrir le meilleur. T'as une idée là J'ai posté une Ouais. question, j'ai fait Ouais. la colle, la question philosophique. J'essaie de voir. Alors, Moi, je suis en un train, exemple par exemple, concret, par exemple. Je suis en Ouais. train de le cultiver. Moi, cette Ouais. abondance, c'est de toujours, en m'ayant fait péter cette croyance qui est la suivante, c'est Mhm. plus facile de dépenser de l'argent que de le gagner. Ouais. Mais si tu demandes aux GAFAM, Mhm. Amazon, Facebook, Apple, etc., c'est Ouais. plus facile de gagner de l'argent que de le dépenser. Mhm. Et du coup, dans ce concept d'abondance, il y a toujours de plus en plus d'argent dans le monde. Mhm. C'est de se dire, en fait, je peux m'offrir le meilleur puisque tout est déjà là. Mhm. Et il suffit juste, en quelque sorte, de créer la valeur vers les autres qui va m'amener à avoir cette richesse avec un récipient financier qui est indénombrable. Par exemple, si on prend l'exemple de Jeff Bezos, Amazon réalise plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par seconde. Mhm. Le gars, imagine, là je viens de parler, il a déjà encaissé 100 000 euros. tu vois ce que je veux dire? Depuis le podcast, il a fait peut-être 10 millions. Ouais, voilà. Là, c'est tellement un concept d'abondance que tu peux faire tout ce que tu veux, tu es toujours plus riche. Et j'aime bien l'analogie d'un arbre ou même d'un potager, parce que mes parents ont fait un potager depuis mon enfance. Tu plantes 4 courgettes, par exemple, mais tu as 300 courgettes qui va sortir en l'espace de 30 jours. Là, du coup, tu peux nourrir 25 familles, tous les amis, les connaissances, les villages. Et vraiment, surtout dans une société où on va mettre toutes les mauvaises nouvelles, mais la réalité, c'est qu'on a absolument tout et on est illimité. Oui. Alors, je pense que ça, pour l'instant, c'est pas encore quelque chose sur lequel on a avancé. Moi, je suis au démarrage, pour Non. vous donner un ordre d'idée. Mais par contre, je vois vraiment de plus en plus la distinction entre être riche et vivre l'abondance. Ouais. Voilà, non, c'est une notion pour l'instant qui nous est abstrait. Ok, séminaire, finance, argent, un jour que vous C'est pourrez ça. expérimenter. Prochaine étape. Autre question, donc dans quoi investissez-vous? Et est-ce que vous préparez, donc on a eu Myriam et son compagnon, j'avais bien aimé, et maintenant je vais tout le temps prendre ce terme, pour votre deuxième jeunesse. Au lieu de dire la retraite quand on a 65 ans, j'ai bien aimé l'analogie pour ma deuxième jeunesse. Est-ce que vous investissez? Si oui, bourse, IMO, crypto, or, votre seconde jeunesse, qu'est-ce que vous faites? Parce que le but de l'entrepreneuriat, selon moi, c'est numéro 1 de faire le maximum de cash et impacter le plus possible ses clients, leur apporter le maximum de valeur. Et du coup, avec ce cash, on investit une partie pour créer un patrimoine. Ce patrimoine, les actifs créent des revenus passifs, des revenus additionnels, et c'est avec les revenus
de ce patrimoine qu'on est libre financièrement. Donc, si on fait du 10%, 1 million 100 000 euros, 2 millions 200 000 euros, 3 millions 300 000, 10 millions 1 million, et ensuite, basiquement, si vous avez X millions, prenons un exemple, vous avez 5 millions, donc ça fait 500 000 euros de revenus passifs par an, et vous vivez avec 300 000 euros par an, 25 000 euros par mois, vous avez toujours ce delta et vous avez cette richesse tout au long de votre vie. Est-ce que vous avez fait des investissements? On a de l'immobilier. Ouais, voilà. Donc nous, immobilier, si on parle pour notre seconde jeunesse. Donc oui, immobilier, c'est quelque chose que j'avais déjà démarré même quand j'étais salarié, ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment récurrent chez nous. Après, des choses un peu plus classiques, de la bourse, un petit peu de crypto. Bourse, ça vous fait pas peur? Parce que ça, c'est aussi souvent une croyance Ouais. de beaucoup d'entrepreneurs. Non, après, on en a, mais c'est pas là où on en a le plus, en fait, hein. C'est vraiment, nous, on est plus immobilier. Sinon, ouais, un peu de bourse, un peu de crypto, De l'or. un petit peu d'or, voilà. Mais on essaye d'un petit peu de répartir un peu dans tout. C'est pas parce que c'est dans le même panier. Avec plus une tendance immobilière qui est quelque chose que je maîtrise bien, qui me plaît bien. Je me sens à l'aise là-dessus. C'est un peu comme je dois ouvrir un parc multi-activités, je me sens très à l'aise. Je dois acheter une maison, un appartement, un immeuble, je me sens aussi très à l'aise là-dessus. Je me sens, voilà. Et les finances, qui le gère? Vous deux, ou c'est Peggy, ou c'est Nicolas? Nico. Donc c'est toi qui fais plutôt la partie finance. Ouais, je sais pas. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc tu lui fais confiance et vous faites en commun Ouais, ou, ouais, ouais, d'accord. après, on se prend pas la tête, on a un compte commun, et puis Peggy gère tout ce qui est compte commun, et puis moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est placement. Ouais, d'accord. Et du coup, pour votre seconde jeunesse, Mm. vous assurez un avenir financier, même aussi pour vos enfants, peut-être Ouais. soit pour leur payer des études ou une expérience de vie, ce C'est genre de ça. choses. Ouais. Alors on est beaucoup, nous, dans la transmission, c'est-à-dire qu'on l'objectif, c'est pas juste de faire quelque chose pour essayer d'avoir un max là maintenant, c'est plutôt dans une volonté justement de transmettre, qu'est-ce qu'on va laisser plus tard à nos enfants, comment on va pouvoir les accompagner sur leurs propres projets, pour qu'ils fassent leur propre chemin eux-mêmes, hein. Mais si on peut les aider par rapport à, ok, si on peut les aider, si on peut être là, puis avec le Payer une savoir-faire, notre école expérience aussi, voilà, c'est ça, vraiment ça l'objectif. Ok. Maintenant, petite touche développement personnel que je voulais voir aussi avec vous. Comment vous libérez vos peurs et de vos blocages? Donc, vous avez fait différentes formations de coaching, etc. Est-ce que vous mettez en place tout cela? Voilà. Comment vous faites? Parce qu'on a tous été conditionnés, notamment de 0 à 7 ans. En plus, vous avez des enfants, donc peut-être que vous allez pouvoir nous partager un peu comment vous réalisez. 99% de ce que tu as, j'ai, vous avez, etc., c'est ce qu'on a hérité entre 0 et 7 ans. Et forcément, on a eu nos peurs, nos donc bagages émotionnels, peurs, croyances limitantes, conditionnements, etc. Et évidemment, avec le temps, c'est pour ça que quand on fait des enfants ou quand on rencontre certaines personnes, ils vont appuyer sur les boutons de ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on est tous différents, on a tous une perception différente parce que nos blessures, nos schémas sont totalement différents là encore. Comment travaillez-vous vos peurs, vos croyances limitantes, vos blocages? Et je vais donner un exemple concret avec Nicolas. On en avait rigolé il y a 2 semaines. On avait eu un deal immobilier à Dubaï. Et parce que Nicolas, justement, on l'avait compris, est quelqu'un qui aime bien faire. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Et tu n'étais pas passé à l'action. Et moi, j'étais passé à l'action. On a eu la même information, même moment, etc. Et ainsi de suite. Et tu t'étais aperçu que peut-être que tu avais cette peur de « je veux ça, mais je ne suis pas prêt à prendre ce risque mesuré-là pour atteindre ça ». Et du coup, la première étape, c'est évidemment d'en prendre conscience, puisque une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez le travailler et puis ensuite vous en libérer et être une meilleure version de soi-même. Et Donc, du coup, là, il y a eu un autre deal que là, tu vas passer à l'action. Voilà. Mais souvent, c'est ça parce il a que travaillé dessus. j'aime bien aussi cette philosophie où finalement, on peut avoir les meilleures stratégies, etc. Il y a 80%, c'est du mindset. Et c'est la même chose. Vous êtes passé à l'action, vous êtes entrepreneur. Il y a des amis, ils ont peut-être dit je vais être entrepreneur, mais ils ne sont pas passés à l'action. Et dès que vous étudiez la psychologie, qu'est-ce qui fait que 2 personnes ont exactement la même enfance ou les mêmes opportunités, l'un passe à l'action, l'autre passe pas à l'action? Évidemment, vous l'avez compris, c'est une croyance limitante, surtout une peur. Est-ce que la peur vous paralyse, oui ou non, ou un certain conditionnement? Donc, comment vous vous libérez de vos peurs? En passant à l'action. Moi, par exemple, parler devant un micro ou parler... Là, tu t'es dit, par exemple, j'ai peur.
mais je le fais quand même. Et du coup, Ouais, moi j'étais ça va quelqu'un de se... très timide. La maîtresse a même dit à ma mère quand j'étais en primaire ou en maternelle, je sais plus, savoir si je parlais ou pas, parce qu'en fin de compte, je ne parlais pas. Ah, t'étais J'étais, vraiment ouais, la personne on met au fond de la classe. On ouais, sait même même pas si elle devant, était là. mais ouais, voilà, En je mode passais biche. inaperçue en fait, ouais. Ouais, Et comment? Et donc ouais, donc j'ai vachement avancé là-dessus. Euh, Quand je regarde tout ce que je fais maintenant, enfin, je me voyais pas du tout faire ça avant. Voilà, donc passer à l'action et après, bah, il faut se répéter les choses dans les verras, dans des choses comme ça. Mais comme tu vois, j'essaye de me répéter mes, mes qualités et tout. Pourtant, mon cerveau, il fait des blocages quand on me pose la question. Ça ressort pas tout, tu vois, intuitivement comme ça. Donc, mon cerveau est assez tenace sur ces choses-là. Mais ouais, voilà, des verras, et passer à l'action, quoi. Mm. Nicolas. Ouais, je pense que c'est vraiment une volonté de vouloir continuer à progresser, avancer, s'entourer, faire des séminaires, des masterminds, rencontrer d'autres chefs d'entreprise et de se dire, OK, là, j'ai réagi comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Bah, je le sais de toute façon, au fond de moi-même, on le sait, hein, de toute façon. J'ai réagi comme ça parce qu'il y a ça et ce truc-là, moi, ça me fait penser à ça. OK, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que vraiment je peux pas voir les choses différemment? Comment je pourrais faire pour changer les choses? Et ça demande un véritable effort, ça demande une sortie de zone de confort. Et quand on est prêt à faire ces choses-là, il y a des choses qu'on arrive à faire plus ou moins facilement. Il y a des choses qui vont demander beaucoup plus de temps parce que bah, c'est tenace, ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est vraiment comme ça qu'on avance. Je me souviens d'un. Moi, j'ai une anecdote où j'avais une discussion avec une chef d'entreprise où on a eu un challenge où on s'était fait voler. Je disais, mais mince, tu sais, je me remettais en question en tant que chef d'entreprise en disant, bah, je suis pas un bon chef d'entreprise. Si on me vole, c'est que je suis pas bon, c'est que j'ai dû faire une erreur, tu vois. Et Ok, un collaborateur qui ouais, avait ouais, tapé qui dans la avait tapé dans caisse. la Ouais. caisse. Bon, Ce qui qui doit être arrive, aussi un qui, classique de beaucoup de business voilà, physiques qui voilà, font un peu voilà, de liquide. et c'est une très bonne remarque que tu me dis. C'est déjà en discutant avec d'autres chefs d'entreprise. J'en ai un qui avait qui avait 5 boulangeries et qui me dit, mais Nicolas, il me dit, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, tu vois, en fait, finalement, le fait de discuter avec chefs d'entreprise, je pensais que ce qui m'était arrivé ne m'était arrivé qu'à moi, Nicolas, parce que je suis pas un bon chef d'entreprise, tu vois. Et en fait, ben non, ça arrive à des tas de chefs d'entreprise en France et sans doute dans le monde. Donc ça permet de relativiser. Et une autre chef d'entreprise qui m'a dit, mais oui, mais attends, moi aujourd'hui, quand je perds un collaborateur, et par exemple, si un collaborateur me vole, je lui dis, mais tu viens de faire l'erreur de ta vie parce que tu es dans une top entreprise, je suis une top chef d'entreprise, et franchement, là, tu viens de faire un truc, une énorme boulette. Et quand je l'ai entendu dire ça, je me dis, sérieux, pourquoi moi, je me verrais pas dire ça? Je me verrais pas dire, je suis un top chef d'entreprise, je suis une top entreprise, alors que ça faisait 10 ans que je gérais plusieurs entreprises. Et là, je me suis dit, mais là, c'est pas normal. Là, il y a un challenge, il y a quelque chose dans mon esprit qui fait que je me dis pas les bonnes choses. Et là, j'ai travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, dans mon esprit, quand je suis avec mes collaborateurs, je peux te dire, je suis un super chef d'entreprise, ce qui ne veut pas dire que je suis le meilleur, que je ne fais pas d'erreur, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis un top chef d'entreprise. Notre entreprise, on est vraiment une top entreprise. Tout ce qu'on met en place, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant pour nos collaborateurs. J'ai vraiment changé ma vision des choses et je suis aujourd'hui un leader, un chef d'entreprise. Je sais exactement comment gérer mon entreprise. Alors qu'à cette époque-là, finalement, je me suis laissé voler. Tu vois, c'est pas, j'ai laissé les autres personnes voler parce que j'avais pas le bon état d'esprit, j'avais pas le bon mindset, et que je gérais pas mes entreprises comme un leader, comme un chef d'entreprise. Et j'avais pas la bonne vision. Et ça m'a demandé du travail. Et maintenant, enfin, il y a pas photo, tu vois. Donc ça demande vraiment une évolution au niveau de son mindset. Et vos deux enfants, ils ont 16 ans et 8 ans. 8 ans. Et du coup, comment vous faites? Parce que j'imagine que des fois, ils doivent avoir des peurs ou des croyances. Ou comment vous leur dites que tout est possible? Comment vous procédez? Parce que vous le savez, plus on démarre jeune, mieux c'est pour bien se lancer dans la On vie. essaie de leur montrer l'exemple déjà. Ouais. Ouais, en tant que parent, vraiment ça. de montrer l'exemplarité pour qu'ils se disent, bah voilà, c'est pas juste de la théorie, on le vit au quotidien et C'est ça inspire confiance à modéliser. Bah, surtout l'ado, c'est vrai que Samuel, il est il a envie de faire comme papa et maman, ce qu'il a monté son entreprise. Donc Voilà. il aimerait aussi monter sa Ouais, boîte ça j'aimerais bien, mais très d'un autre prochainement. côté, là, il est ado, donc flemme de temps en temps, enfin, tu vois. Donc des fois, il faut Il essayer dit, de... attends, je me suis libéré de mes collaborateurs, j'ai pas envie d'avoir mon gosse, que je dois tout lui expliquer, le business plan et le former. Ouais, je comprends, j'imagine. Voilà. Donc D'accord. c'est vrai qu'on leur montre l'exemple et puis... Mais c'est impressionnant en tant qu'enfant comment on modélise ses parents. Parce que vous voyez, vous êtes entrepreneur, bah, qu'est-ce qu'il a envie d'être? Mais c'est pour ça qu'on Entrepreneur. essaye d'avoir du temps pour nous, pour être moins stressé et tout ça, parce qu'ils ressentent toutes ces choses-là, en fait. Hein. Quand nous, on est stressé et tout... Ouais, ça, c'est la partie, il se dit, ouais, finalement, est-ce que c'est si bien que ça, entrepreneur? Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils voient et puis ils nous cherchent du coup, donc ça monte en pression. Enfin, ça fait une ambiance pas top. Ouais, Quoi, électrique, ouais, je comprends. alors que du coup, si nous on est zen et tout ça, ben, ça passe beaucoup mieux parce qu'on arrive,
on arrive à les prendre différemment parce qu'ils sont différents tous les deux. Donc, il y en a un qu'il faut qu'on tourne un peu le cerveau pour que ça passe bien. L'autre, il est plus tranquille. Enfin, il faut qu'on arrive à les gérer comme eux, ils sont aussi. Et on a besoin d'être zen, nous aussi, pour gérer ça, quoi. Ouais, c'est juste. Ouais. Et après, comme tu dis justement, c'est vrai que nous, dans nos raisons d'être, moi, on est créateur de souvenirs en côté business, mais dans le côté perso, c'est être un exemple en fait pour sa famille. Moi, quand je me dis le matin, tu vois, je me lève, etc., je suis un exemple pour ma famille. Et tu vois, quand on dit, bah, okay, tu vois, je fais de la méditation, je fais du sport, je fais un petit peu attention à ce que je mange, etc., on essaie de lui montrer en fait des choses en disant, bah, de toute façon, il va faire ses propres choix, ses propres erreurs, il n'est pas obligé, tu vois, on lui dit pas, tu vas être chef d'entreprise. On l'oblige tu à le rien. seras, tu veux pas l'être, tu ne le seras pas. Par contre, si tu veux l'être, on sera en mesure de t'accompagner, de t'aider et d'éviter que tu fasses les erreurs qu'on a faites. Donc, et on le fait beaucoup participer, si on prend le cas du plus grand, quand on va à des séminaires, des choses comme ça, je lui propose de venir, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il aime bien, justement, il est dans les séminaires, il participe, il voit d'autres chefs Quand il est d'entreprise. venu à ton séminaire, là, en Ouais, c'est vrai décembre. qu'il était là Ouais, en décembre dernier, 2023. enfin, Donc, Ouais. il a un gamin de 16 ans. Il a tu vois. adoré le. Ah oui, je veux oui, dire que il a- c'était pas trop Ah, trash pour lui. Du coup, là, il avait Maintenant, il veut faire tous les séminaires de Non, tout le mais c'est monde. même pas ça. C'est qu'il a plus voulu faire une première générale. Ouais. Il a changé. Ouais. Il a fait STMG, tu vois. Ouais. Il a fait pour pouvoir monter sa boîte, faire du management, faire du droit, faire de l'éco. Enfin, au dernier moment, il me dit non, mais en fin de compte, j'ai réfléchi. Général, ça me pompe. Je veux faire Ouais. ça. Voilà. Donc, ça le fait évoluer là-dessus. Et puis, il a les yeux qui brillent quand il est revenu du séminaire. Enfin, il était dingue. Hein. Comme vous êtes entrepreneur, et ça rebondit sur un sujet qui je trouve paradoxal, qui est l'école. Donc, il y a très peu de personnes qui disent, par exemple, il n'y a que Max Pettini que je connais qui dit, je ne mettrai jamais mes enfants à l'école, etc. Et c'est vrai, c'est le seul sujet, parce que tous les sujets où tout le monde dit, je fais A, on fait A, etc. Et moi-même, j'ai vraiment souffert à l'école dans le sens, je détestais ça, j'étais pas bon, et ainsi de suite. Et du coup, vu que vous savez, ça sert pas à grand-chose, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que vous mettez quand même... c'est des questions que je pose souvent à des entrepreneurs, parce qu'on sait qu'il ne faut pas fumer, donc les gens ne fument pas, etc. Et c'est la seule thématique, hormis Max Pettini, mais je peux te dire, j'en connais des milliers d'entrepreneurs, c'est le seul sujet où 99%, pour pas dire 100%, des entrepreneurs sont d'accord que l'école, c'est pas foufou, mais en même temps, on met nos enfants à l'école, donc c'est un peu comme dire la cigarette c'est pas foufou, mais je vais quand même les laisser fumer. Il faut pouvoir gérer. Mais est-ce que vous êtes de penser à ce sujet en vous disant, même si évidemment en plus l'école doit être obligatoire, donc je dis pas que c'est simple. Non, mais c'est obligatoire. Mais c'est juste, c'est un sujet paradoxal que je me disais. Ouais, mais c'est un bon exemple là, que tu viens de donner. C'est justement, tu vois, notre fils, le plus grand, il était en mesure de faire une générale, donc du classique, il est capable, il sait le faire. Sauf qu'en général, il se faisait chier. Et ça lui aurait pas plu. Ça donc lui on lui a plaisait donné pas, le il n'était choix, pas dans en son fait. élément. Donc en fait, on lui a dit, ok, tu peux faire du général, tu es capable de le faire, il n'y a aucun souci. Par contre, sache qu'il y a aussi une autre possibilité à côté. Tu vas faire, c'est un bac qui n'est pas général, mais tu vas faire du marketing, tu vas faire du droit, tu vas faire de la finance, tu vas faire le monde d'entreprise, ce qui a l'air de plus t'intéresser. Et tu n'es pas obligé de faire un général. On ne sera pas plus fier de toi parce que tu fais général que si tu fais un bac. Il ne faut pas faire pour l'amour de papa, maman. En fait, il voulait faire un général parce que c'était ce que tout le monde fait. Voilà, donc il voulait faire comme tout le monde. Et que dans les STMG, c'était ceux qui arrivent moins bien. Dans son état d'esprit, tu vois, il avait des croyances comme ça, de ce type-là. Et on lui a dit, mais non, pas du tout. Tu fais la voie qui te plaît et tout. Et 3 jours avant la validation des vœux et tout, il me dit, non, maman, il faut changer sur Internet. Je veux faire ça. Ça, c'était challenging, tu vois. Quand il dit 3 jours avant, il est déjà inscrit en général et il dit, ah ben non, finalement, je ne veux pas faire général. Faut retrouver une école et tout derrière, t'es content. Trouver une école. Mais bon. C'est beaucoup plus chaud. Alors, et là, maintenant, tu vois, il a démarré et il s'éclate. Il fait des cours qui l'intéressent. Il fait du droit, il fait du commerce. C'est super. Et tu le vois, il revient, et il est heureux. Alors qu'il revenait, il disait, bon, là, on étudie les cailloux, la roche. Oui, ça l'intéressait pas. Ça l'intéressait pas, quoi. Il voyait pas l'intérêt. Il voyait pas l'intérêt à ce que ça allait lui servir après. Il a déjà cette réflexion de ça va me servir à rien, quoi. En fait. Et sur l'école, je pense qu'on a toujours été clair vis-à-vis de nos enfants, c'est qu'on leur demande pas d'être les meilleurs de la classe. Jamais on leur a dit, il faut que tu me ramènes un 18, ou alors tu me ramènes un 16. Il y en a pas un qui a 18. Oh non, c'est pas bien, il faut que tu ailles me chercher un 18. Du tout. Nous, on leur a dit, écoute, c'est une base, c'est une culture générale. Il faut avoir une certaine culture. Donc, tu vas à l'école pour avoir une certaine culture. Ça va pas changer ta vie, mais tu vas avoir une certaine base qui va pouvoir te servir. Du moment que tu fais de ton mieux, en fait. C'est ça. Va à l'école, tu auras une base, ça sera la base. Et puis, après,
Mince, j'ai touché au micro. Et après, quand tu auras tes projets, eh ben, tu pourras faire d'autres choses. Ce n'est pas grave si tu n'es pas le meilleur des meilleurs dans ta classe. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est on lui demande de travailler intelligemment, pas d'être le meilleur de la classe. Puis à gérer en les retirant de l'école, en fait, après, c'est quand même pas mal de contraintes. Il faut. Non, je dis pas que c'est simple. Je pense que il c'est faut très avoir compliqué. des gens à la mais maison pour s'en occuper. Il faut avoir tout ça. Donc c'est vrai que c'est facile à dire, mais à faire, je pense que c'est. à ma c'est connaissance, il y a juste Ty Chris qui a réellement jamais été à l'école et du coup, il a quand même fait triple champion du monde de roller. Il a fait le saut depuis la Tour Eiffel et là aujourd'hui d'avoir une boîte plus ou moins 100 millions d'euros. Donc, entre guillemets, il n'a pas de croyance vu qu'il n'est pas été à l'école. Mais c'était le petit paradoxe. Donc, dites-nous dans les commentaires quel est votre point de vue, parce que je trouve que dans tous les sujets, tous les entrepreneurs, ce qu'ils disent, quand on dit faut investir pour faire fructifier son cash ou préparer son futur, il faut recruter. Tout le monde est d'accord sur tout. Et c'est le seul sujet où l'école, il y a un dysfonctionnement entre ce que les gens pensent. Le petit, il est content d'aller à l'école, il a ses copains. 100% des gens qui mangent au McDo, ils savent que c'est pas foufou, mais ils en sont conscients. Et du coup, c'est le seul truc à l'école où je sais que 99%, pour pas dire 100% des entrepreneurs savent que c'est pas foufou, mais mettent quand même leur enfant entre guillemets à l'école et amènent entre guillemets ces croyances limitantes. Comme tu as dit tout à l'heure, Peggy, ta prof avait dit, je sais plus ce qu'elle t'avait dit, mais voilà. Que je parlais pas. Tu vois, ça crée en fait des schémas neuronaux qu'on sait tous qui amènent ce conditionnement, ces blocages, ces peurs, etc. Donc, ayant vu par mes propres yeux Ty Chris, il y en a certainement d'autres, mais en exemple célèbre qui n'a jamais été à l'école, quand je vois ce qu'il fait aujourd'hui, je fais effectivement, les croyances limitantes, on peut les éviter. Les instits et les profs qui tombent. Là, Après, il y a un gap monumental où tu es dans une école de cité versus un cours particulier, on est d'accord. Nous, là, il est dans une école, il y a des instits qui sont au top, qui l'aident beaucoup. Voilà. Le petit, il adore aller à l'école. Ok. Ça, je pense, amener cette notion de plaisir. C'est après, très important. au-delà de l'école, c'est vrai que nous, tout à l'heure, on est sur quel exemple on veut donner à nos enfants. On est beaucoup dans les communications, par exemple sur l'entreprise, sur le management, etc., sur les placements, la finance. Je sais alors, pas aux petits de 8 ans, il n'y a pas trop d'intérêt, mais aux petits de 8 ans, on peut plutôt travailler sur le mindset, rester positif, faire face à un échec. Ok, on travaille. En fait, finalement, on fait un peu du coaching en disant, ok, tu vois, là, je prends le grand qui a eu une mauvaise note. Ça l'avait perturbé d'avoir une mauvaise note. Ok. Pourtant, il avait super bien révisé. Si tu as du mal à faire un truc, justement, apprends de cette note pour progresser et comprendre pourquoi tu as eu ça et avancer. Voilà. Donc, on est vraiment dans il y a l'école qui va prendre une base et nous, on leur apprend les autres choses à côté, la vision, l'état d'esprit, rester positif, le goût de l'effort, le challenge, etc. On leur apprend d'autres choses à côté. Et on espère qu'avec le mix de tout ça, l'objectif, c'est que ça soit des adultes heureux, bien heureux, bien dans leur tête, bien dans leur corps. C'est ça l'objectif, c'est qu'ils soient heureux en étant chef d'entreprise, pas chef d'entreprise, mais que finalement ils disent waouh. C'est pas ce moi, qu'ils aiment, ce que je dis à mon fils, c'est si tu veux pas te lever tous les matins en disant je vais aller travailler, l'horreur. Je dis non, ça c'est pas une vie. Faut que tu te dises waouh, super ce que je vais faire. Et pas on est vendredi, ouais super, ok, je vais allumer Netflix et j'ai bouffé des chips. Non, c'est pas une vie. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu donc à Peggy ou à Nicolas 20 ans auparavant, ou même si vous étiez dans l'exemple de votre fils Samuel qui a 16 ans, quel message ou leçon de vie vous diriez-vous pour votre futur? Par exemple, moi je me dirais, pense davantage long terme. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que sur un espace de 10 ans, 100% des choses que j'ai manifestées, je les ai obtenues. 100%, j'aime bien ces deux stats que j'aime bien donner. 100% des choses que je me suis dit que je fais sur un an, j'ai jamais réussi. Des fois, je fais un 5 sur 7, 6 sur 8, 5 sur 6, mais j'ai jamais arrivé à faire 100% des choses que je dis sur un an. Par contre, 100% des choses que je me dis que je vais faire sur 10 ans, je les ai toujours atteints. Donc, c'est pour ça que je sais l'importance de voir long terme, loin, puisque le cerveau a une difficulté à comprendre l'effet exponentiel et du coup, les petites victoires quotidiennes amènent des résultats hors normes. Vas-y, commence. Donc, si j'avais un message là, quel message tu te dit à Nicolas Fouché, 16 ans Nicolas, 16 ans Voilà, sur sa vie, l'entrepreneuriat,
un peu une leçon de vie ou Alors, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que... j'ai posé 16 une ans. deuxième colle. J'ai 16 ans et qu'est-ce que Ou 18 ans ou 20 ans, en gros, un message Ouais. que tu Ça pourrais se peut ou justement transmettre à Samuel, ton fils, en disant Ouais. voilà ce que j'ai pu expérimenter dans la vie. Si j'avais ton âge, le seul avis en toute humilité que je te donnerais ou que je te conseillerais ou que je t'apporterais, ça serait tac, tac, tac. Moi, Ouais. ça serait vraiment, le jour où j'ai des enfants, c'est vraiment, je vais leur expliquer, leur inculquer, de voir long terme, de cultiver la culture de l'effort et d'être intègre, donc tenir ses promesses envers soi et envers les autres. Et si tu vois long terme, tu aimes l'effort, donc chaque jour faire des petites actions, et que tu es intègre envers toi et envers les autres, tu tiens tes promesses, mais laisse tomber, ta vie sera exceptionnelle, grandiose, fantastique, je le sais d'avance. Ouais. Alors, il y a encore pas mal, quelques années, je te dirais, la première chose, ça aurait été le goût de l'effort, le challenge, ne pas abandonner, avancer, etc. Ça, c'était un des premiers points. Donc, je leur transmets cet élément-là. C'est une certitude. Mais je rajouterais maintenant aussi savoir apprécier le chemin, le parcours sur le chemin. C'est quelque chose que je te disais. Donc, apprécier ce que l'on a maintenant Ouais. pour apprécier ce que l'on a plus C'est tard, ça. la gratitude. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas et qui m'a demandé un effort. Et je trouve que c'est bien dommage parce que finalement, on fait plein d'efforts et on n'apprécie pas, on se rend pas compte de tout ce qu'on fait comme effort. Et après, dernier point, je dirais être moins exigeant envers lui-même. C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à être plus exigeant envers moi-même que je ne l'étais envers les autres. Je suis quelqu'un de très exigeant. Donc, j'ai un niveau d'exigence très, très élevé. Et de temps en temps, il faut savoir se dire aussi, bon, bah là, ok, bah, c'était pas faisable. Ou alors, bah, t'as pas été aussi bon que tu aurais voulu, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ou alors, ce domaine-là, c'est pas un domaine que tu maîtrises. C'est pas grave. Donc, savoir aussi, finalement, être un peu moins exigeant envers soi-même et un peu moins se mettre la pression. Peggy. Moi, je dirais apprendre à s'aimer. Donc, s'aimer soi et s'envoyer de l'amour. Ouais, avoir confiance en lui, ou enfin en soi, quoi. Et oui, et apprécier le chemin. Parce qu'on a tendance à avancer, et à avancer sans apprécier derrière ce qu'on a fait. C'est vrai que ça, c'est un vrai challenge. J'aime bien donner cette analogie. Bah, si on fait un hôtel 5 étoiles pour la première fois, on est incroyablement heureux, etc. Quand on a fait le 5e, 10e, 20e, ou même pour un voyage, comme moi, comme vous avez déjà pas mal voyagé, c'est garder quand même, comme cette première fois, cette flamme de découverte et de surprise, plutôt que de dire bah, je vais encore faire un nouveau voyage et qui devient un dû, une routine et où l'appréciation est moins importante. Ouais. Merci Nicolas, merci Peggy. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton like. Donc merci par avance de liker, de partager à votre réseau. Donc abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes dans la tête d'un couple d'entrepreneurs. Cliquez également sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des feedbacks ou des retours d'expérience, partagez-les dans les commentaires. Et si vous avez un business physique, dites-nous quel business avez-vous et si vous prévoyez d'en réaliser un, partagez-nous aussi un petit peu votre retour, ça sera très intéressant. Donc merci Peggy et Nicolas une nouvelle fois en direct de Tallinn pour cet entretien. J'espère que vous avez apprécié cette grande première. Super, C'est top. Et on vous dit à bientôt pour la suite. Tout le meilleur, bye bye.